La tronche en live, l'émission de l'esprit critique en direct sur Radio Campus Lorraine, avec Vlad Tapas et Assermandax. Bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir à tous. Ici la tronche en billet pour la tronche en live et aujourd'hui nous sommes 3. Avec le qui ? Bonsoir. Et nous sommes même 4 puisque Avec notre Sydney. invitée est présente. Avec Sydney aussi. Bonjour, et je tiens à préciser que je suis très fier que pour une fois sur Radio Campus Lorraine, on est à l'heure presque pile poil Nous sommes à nickel l'heure. pour démarrer. Mais On c'est nous le parce signale que- sur le chat. C'est parce qu'il n'y a pas d'émission de sport avant. Nous sommes alors pour parler de la psychanalyse. Absolument. Et je vais Bonsoir maintenant- messieurs. Avec Sophie Robert qui vient de nous saluer avec sa si jolie voix. Et je vais dès maintenant lire l'éditorial de qualité. Bien sûr. Une approche thérapeutique peut prétendre guérir par simple imposition des mains, par le miracle de l'eau bénite, grâce à des aimants, des ventouses, des aiguilles ou des récitations d'incantations. Il y a toujours des gens pour y croire, des anecdotes personnelles, des récits, des témoignages. Quand on a la saine réaction d'être sceptique, de se souvenir qu'un témoignage n'est pas une preuve, et que quantité de gens croient quantité de mensonges, on doit toutefois se garder de la facilité. Celle qui nous vient presque comme un réflexe, qui consiste à se dire « Quelle bande d'idiots! Faut-il être bête pour croire de pareilles sornettes ?» Réflexe malheureux s'il en est, car nous sommes équipés du même cerveau que ces gens, et nous commettons les mêmes types d'erreurs, encore et encore et encore. Une méthode a été inventée pour ne pas tomber constamment dans les mêmes pièges. C'est l'approche rationnelle, critique, scientifique, qui recherche des critères objectifs pour déterminer si une chose est vraie ou fausse. On l'emploie pour déterminer, à tes souhaits, le rôle des gènes, l'âge des roches, la composition des matériaux, l'efficacité des procédés industriels, l'évolution du climat, ou encore pour mesurer l'effet d'un médicament, d'une thérapie, d'un soin quel qu'il soit. Dans le cas de la santé, c'est souvent très compliqué, car beaucoup de facteurs entrent en ligne de compte. Et nous savons que les effets contextuels, souvent appelés placebo, ont un rôle non négligeable qui permet de faire croire au patient qu'on lui a rendu service. Néanmoins, des études à grandes échelles et des méta-études sur des milliers de cas et sur des dizaines d'années existent et nous donnent à voir si un type de thérapie, y compris des psychothérapies, a de meilleurs résultats qu'un autre. En termes de résultats, la littérature scientifique est claire et nette. La psychanalyse n'est pas un bon choix. Elle n'aide pas les gens qui vont mal, et si elle aide les autres, c'est surtout à soulager leur compte en banque trop garni. Il faudrait donc commencer par bien distinguer la psychanalyse des autres approches psychologiques, car la psychothérapie n'a pas été inventée par Freud, et il existe une pratique thérapeutique non psychanalytique et fondée sur les travaux de la science. Il n'y a guère qu'en France et en Argentine que le public continue de confondre psychologie, psychiatrie et psychanalyse, et la faute en incombe en partie aux médias. Pourquoi voit-on partout à la télévision, dans les journaux et les magazines, des experts, entre guillemets, d'obédience psychanalytique, et rarement des chercheurs ou des cliniciens qui n'émargent pas à ces croyances ? Je dis croyance, et cela fera grincer des dents, mais c'est pourtant l'exact libellé que doit revêtir l'adhésion au complexe d'Oedipe, à la catharsis ou au refoulement, qui ne sont rien moins que des dogmes dans lesquels on doit professer sa croyance pour pouvoir rejoindre telle ou telle école de pensée psychanalytique. Dit comme cela, c'est terrible. On dirait presque que la psychanalyse fonctionne comme une secte. On comprend aisément tous ceux qui trouvent cette idée choquante et qui la rejettent en bloc. Mais ce n'est pas ce que nous allons faire ce soir. Nous allons essayer de regarder les choses en face. Bien sûr, le genre de critique que l'on vient de formuler suscite souvent comme réponse la suspicion d'une volonté de nuisance envers ce qui demeure un courant de pensée très présent dans le monde médical français. Il faut assurément de la nuance, de la mesure, du recul, afin d'avoir sur la question un avis dépassionné et objectif. C'est pourquoi il est indispensable de se pencher sur la manière dont les psychanalystes répondent à la critique. Car la manière dont les professionnels répondent aux critiques sur leur profession est un excellent indicateur de la qualité de leur démarche scientifique et épistémologique. Les psychanalystes défendent-ils la psychanalyse sur le terrain de la science, des idées et des faits ? Pour en discuter, nous invitons une personne qui connaît très bien le mode de défense des psychanalystes, puisqu'elle a été en procès contre certains d'entre eux suite à son film Le Mur, la psychanalyse à l'épreuve de l'autisme. J'ai nommé Sophie Robert.
dont le Skype vient hélas de planter. Ça va aller, ça va aller. Scénariste, documentariste, réalisatrice et productrice de films documentaires, clips et programmes pédagogiques et scientifiques, Sophie Robert met en image des sujets liés aux sciences humaines. Et nous allons la rappeler immédiatement. Absolument. Parce que ce serait mieux de faire l'émission avec notre invité de l'émission. Il est vrai. Alors j'ajoute que je ne serai pas avec vous dans le chat aujourd'hui, mais vous serez en bonne compagnie puisque Loki va s'occuper de vous. Ouais, je vais gérer, ouais. On rappelle que pour atteindre le chat, pour ceux qui ne le savent pas, c'est www.radiocampuslorraine.com/chat, T-C-H-A-T. Voilà, c'était le petit mot de la technique. Alors nous nous reconnectons. Oui, on se connecte, pardonnez-nous, hein, sans couper le montage. Ah bah oui, mais ça va pas appeler. Ah, ça marche. Ça marche. Bon, je préviens à prévenir, si je galère à écrire, c'est parce que le clavier est en QWERTY. Madame Robert. Désolée, hein. C'est ma connexion apparemment qui est... Enfin, je sais pas. Mais... Chez nous, ça marche, mais ça va se faire. Nous accueillons un Daft Punk apparemment. Bonjour. Hello. Donc, Rebonjour. l'édito est terminé, donc tout s'est bien passé. Et donc, Madame Sophie Robert, donc, nous t'avons invité parce que donc, tu as réalisé Le Mur il y a quelques années, c'était en 2012, Oui, c'est ça? fin 2011. Voilà, donc il y a eu des problèmes. Après, on pourra éventuellement en parler rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. Mais je vais inviter les gens à aller voir directement sur la chaîne Signification, une émission que tu as fait précédemment avec Xavier. Donc, je pense que tu évoquais déjà ces questions-là, donc on ne va pas revenir dessus. Mais en deux mots, voilà, qui es-tu et quelle est ton histoire avec la psychanalyse? Constitue un peu. Je suis, à la base, je suis scénariste, réalisatrice, documentariste et productrice aujourd'hui de films, d'émissions, de clips, etc. Et en fait, moi, je m'intéressais aux sciences humaines depuis de longues années. J'ai envisagé de devenir psychanalyste quand j'étais plus jeune. Mais le métier ne m'attirait pas en lui-même. J'étais attirée par la psychanalyse de manière un peu intellectuelle, par la folie, par le malaise, par dans quel état on est, etc. Et j'ai commencé à beaucoup étudier la psychanalyse en parallèle à mon travail de scénariste et de réalisatrice. Et j'ai voulu faire un état des lieux de la psychanalyse, en fait, en 2000. J'ai commencé en 2009. Me poser la question de savoir où ils en étaient, où les psychanalystes aujourd'hui, en fait, de l'évolution de leur pratique, de l'évolution de leur théorie. Je savais qu'il y avait des guerres intestines extrêmement violentes au sein des cercles psychanalytiques. Et je me disais qu'il y avait des problématiques voilà, qui m'intéressaient par définition. Lorsqu'on est en train d'évoluer, ça produit des conflits, mais des conflits qui peuvent être très enrichissants sur le plan intellectuel. Donc je me posais la question de savoir où ils en étaient de leur théorie, de leur pratique par rapport à l'enseignement de Freud et de Lacan. Donc je suis allée rencontrer un certain nombre de psychanalystes et j'ai été assez surprise. Alors, combien J'ai rencontré 52, 48 psychanalystes et plus 4 autres apparentés en fait, de personnes, théologiens, d'anthropologues et de psychologues qui n'étaient pas psychanalystes, mais très très influencés par le discours psychanalytique. Donc en termes d'échantillonnage, c'est pas juste 3-4 comme ça, c'est... Voilà, c'est assez conséquent. J'ai travaillé pendant 4 ans. À partir du moment où j'ai décidé de faire ce travail, j'ai travaillé pendant 4 ans. J'ai été tellement surprise des discours qui étaient tenus devant moi. Et alors, le paradoxe quand même qu'il faut dire dès le départ, c'est que le paradoxe de la situation, c'est que ce sont des psychanalystes eux-mêmes les premiers qui m'ont alerté sur les dérives sectaires au sein de leur mouvement. Ils m'ont dit... C'est eux qui ont prononcé le mot secte, quelques psychanalystes que j'ai rencontrés. Ils m'ont dit il y a des choses qui ne vont pas chez nous, il y a un gros malaise, on n'arrive pas à s'amender, il y a des trucs qui ne vont pas, allez voir là. Ouais. Bon, j'étais très loin d'imaginer ce que j'allais découvrir. Même si j'étais choquée par le discours des premiers psychanalystes que j'ai rencontrés, je me suis imaginé que ce n'était pas possible, qu'ils j'étais tombée par hasard sur une bande d'extrémistes. C'était des monstres, mais c'était eux qui étaient en cause et ce n'était pas la psychanalyse. Au départ. C'était pas quoi? Oui, c'est ça. Je me suis dit, non, bon, des gens qui ont des idées étranges, il y en a partout. Il y en a dans tous les domaines, dans tous les milieux. Pourquoi pas chez les psychanalystes? La problématique n'est pas là. La problématique, c'était mon travail de documentariste de me rendre compte de qu'est-ce qui est moteur chez les psychanalystes aujourd'hui. C'est pas tellement l'enseignement de Freud et de Lacan. Il n'a d'intérêt que parce qu'il est justement enseigné de manière totalement dogmatique.
et comme une religion fondamentaliste aujourd'hui. Sinon, il n'aurait pas tant d'intérêt en soi. Ce qui compte, c'est, pour moi, ma question, c'était qu'est-ce qui est moteur chez vous dans votre compréhension de la vie psychique, dans votre compréhension de la clinique le regard sur les patients. Comment on arrive au mur, du coup? Dramatique. C'est absolument dramatique. Ouais. Parce que moi, j'ai été intéressée à la psychanalyse par le biais des dissidents aussi. Alors, c'est vrai que j'étais un peu critique sur plein de choses, mais en même temps, j'ai quand même été assez fascinée pendant très longtemps par la psychanalyse. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que je m'étais intéressée au discours de quelques personnes dissidents qui étaient capables d'avoir un discours critique sur eux-mêmes et sur l'évolution de la psychanalyse. Il y a des gens qui ont pu critiquer Freud, qui ont pu critiquer Lacan un peu moins. C'est plus difficile de trouver des gens qui critiquent Lacan, enfin, ou alors quand ils sont freudiens, mais... voilà, donc je me suis rendu compte que j'en avais une vision absolument naïve. Donc je poursuis ce travail parce que la question se pose. Quand on a un échantillon réduit, on peut tomber par hasard sur une bande d'extrémistes. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Et si c'était juste un petit groupe de personnes bizarres, je n'aurais pas poursuivi ce travail. Ouais. La problématique, elle vient du fait que les gens que j'ai filmés, ceux que vous avez vus dans le mur et ceux qui n'avez pas encore vus et qui arrivent avec la suite, représentent 90-95% des psychanalystes. Alors tous les psychanalystes n'ont pas le même... un certain nombre d'entre eux, quand même, quelques-uns ont pris des distances par rapport à ces dogmes, mais les rares psychanalystes, très rares, qui ont pris des distances par rapport à ces dogmes, sont complètement hors statistiques. Ils sont tellement peu nombreux. Et puis de toute façon, ils ne s'expriment pas publiquement. Donc moi, je considère que voilà, ils ont refusé de témoigner devant la caméra, ceux qui m'ont dit non, on en prendrait plein la gueule, non, c'est pas possible. Justement, pour rester sur ton parcours, vite avant d'aller dans le vif du sujet, donc tu les as rencontrés et tu t'es rendu compte que le thème de l'autisme ressortait pas mal, je crois. D'où le film qui est sorti donc, en 2012, Le Mur, qui t'a eu des soucis. Donc comment ce film-là a existé ? Alors, en fait, le thème de l'autisme, c'est vraiment une dimension un peu mythologique chez les psychanalystes. Il faut savoir que très schématiquement, de toute façon, c'est très schématique dans la théorie psychanalytique. Soit vous allez fonctionner à peu près bien, donc quand vous arrivez à parler, à penser, à faire des choses, voilà. Mais vous souffrez parce que pour un psychanalyste, tout le monde souffre. Mais ça veut dire que vous êtes sous influence paternelle. Si vous fonctionnez, vous êtes sous influence paternelle. Si vous avez un problème, un vrai problème, la mère. C'est vous êtes sous influence maternelle. Et tout ce qui va mal, c'est, je sais pas, enfin, c'est la schizophrénie, le conduite suicidaire, les conduites addictives, les psychoses, tout ce que vous voulez. Et la tête à l'ouette, c'est la mère. Et dans cette logique-là, le pire du pire, c'est l'autisme. Parce que les psychanalystes n'envisagent pas qu'on puisse être... Enfin, ils ont toujours pas intégré à leur théorie, puisqu'ils sont arrêtés à des choses très, très anciennes, qu'on puisse être autiste et heureux, et qu'on puisse être autiste, intelligent, parlant, s'exprimant, et pas du tout donc, du coup, il y a les personnes surhandicapées qu'on voit dans certains films. Il y a tout un cortège théorique autour de l'autisme dans la psychanalyse, voilà. C'est ça. Il y a une dimension. Alors, c'est très paradoxal parce que ni Freud ni Lacan n'ont écrit sur l'autisme, étant donné que l'autisme est connu, a commencé de formaliser dans les années 50 avec Léo Kanner et Hans Asperger, et que ni Freud ni Lacan n'ont écrit sur l'autisme. Mais on en a affaire à un buzzer. Si vous allez à peu près bien, vous êtes sous l'influence du père. Si vous allez vraiment mal, si vous avez un vrai problème, vous êtes sous l'influence maternelle, la mère étant toxique par nature, étant responsable de l'autisme. Donc j'ai entendu des choses extrêmement choquantes et je me suis confrontée au fait que, mais en même temps qui était très intéressante, parce que mon travail c'était j'ai expliqué aux psychanalystes que ce que j'aimerais c'est que on ne sait plus qui vous êtes aujourd'hui, j'aimerais que vous acceptiez de faire passer devant la caméra un discours envers le profane, un discours que vous réservez habituellement aux seuls initiés. En général, ils parlent dans leur cercle de leur théorie. Vis-à-vis du profane, on a un jargon, on a un langage extrêmement obscur. Il faut assumer de parler de sexualité, il faut assumer la dimension politiquement incorrecte de leur vision de l'inconscient. Est-ce que vous acceptez ce sujet-là? Et moi, je joue la béotienne en fait de service qui les amène à expliciter leur théorie, mais sans vulgariser, à accoucher de ce qu'ils pensent, mais sans vulgariser, c'est-à-dire en respectant ce qu'ils pensent. C'est ça qui est très important. Et c'est tout l'intérêt de ma démarche, c'est que c'est eux qui parlent. C'est pas moi qui dis les psychanalystes pensent ceci ou cela, regardez, c'est scandaleux. Non, c'est eux qui s'expriment. Et donc, du coup, ça a donné tout un florilège de propos qu'on retrouve dans le mur. Alors, je précise que le documentaire Le Mur est disponible sur Internet. Il est payant, mais c'est vraiment pas grand-chose.
Et vraiment, c'est un visionnage édifiant. Alors, je vous conseille de. Le mur et la psychanalyse à l'épreuve de l'autisme. C'est un must see. Il faut l'avoir vu pour comprendre de quoi Je l'ai encore loué cet après. Voilà, Dragon Bleu TV. Voilà. C'est www.dragonbleu-tv.com. Voilà. Et voilà, 1,99€. On fait de la pub, mais voilà, il faut aussi payer les gens qui bossent derrière. Voilà. Donc, et aussi, voilà. Et du coup, après ça, et là on rentre dans le vif du sujet, c'est qu'à un moment donné, les psychanalystes, pas tous, mais certains de ceux qui ont témoigné dans ton documentaire, ont porté plainte. Alors, le film, donc, moi j'ai travaillé dès le départ, j'ai enregistré, j'ai rencontré 52 psychanalystes, 52, ouais. J'en ai filmé 27, parce que simplement c'est les 27 qui étaient disponibles pendant mes 2 semaines d'enregistrement. Et voilà, et donc j'ai travaillé à faire une trilogie sur la psychanalyse qui vise à vraiment décoder la théorie et la pratique des psychanalystes par la bouche des psychanalystes, donc faire un long travail. J'étais sur un 6x52, là je suis sur un 3x90, mais c'est la même chose, hein, c'est à faire un long travail. Donc l'autisme n'est qu'un aspect, et c'est presque c'est une des circonstances un peu conjoncturelles qui fait que j'ai été amenée à extraire de mon travail des propos qui étaient sur l'autisme pour en faire un unitaire à part. Mais dès le départ, on n'était pas du tout centré sur l'autisme. Donc, je me suis rendu compte que j'ai tourné ces interviews et normalement, on va chercher des sous quand on fait un film dans l'audiovisuel. On remplit des dossiers, on va convaincre des partenaires, des chaînes de télé, des personnes. Et donc, Arte était intéressé à un moment donné par le sujet, mais ils ont changé leur organigramme et les personnes qui ont remplacé les personnes qui étaient intéressées étaient du côté de la psychanalyse et ne supportaient plus de voir la main critique. Et je me suis rendu compte à ce moment-là, au cours de mes démarches classiques dans l'audiovisuel, que énormément de gens dans l'audiovisuel, et le cinéma c'est encore pire, sont sur le divan. Ils n'ont aucune idée, ils n'imaginent pas une seconde pour la plupart d'entre eux ce que sont capables de penser leurs psychanalystes, parce que évidemment quand ils vont sur le divan, c'est eux qui parlent, leurs psychanalystes ne leur parlent pas ou très peu. Donc c'est weird. Et quand ils leur parlent, ils réagissent à leur propre matériel, ce qui leur donne. C'est ça qui je me mets juste une petite parenthèse pour dire que nous, là, on va être très critique par rapport à l'aspect scientifique de la psychanalyse, c'est un peu notre dada dans l'émission, et que c'est pas une critique envers ceux qui sont sur le divan. On n'est pas en train de dire que c'est des imbéciles. Il y a juste un système de pensée qui, en France, à l'heure actuelle, met ça sur le devant de la scène, et donc les gens font confiance, et on peut les comprendre, puisqu'on leur dit que c'est bien. Et parce qu'on les voit partout, c'est qu'a priori, c'est des gens qui savent de quoi ils parlent. C'est vrai que c'est globalement hégémonique et ça pose problème. Il y a moyen de se rendre compte de ce que pensent leurs psychanalystes et du fait que les psychanalystes se réfèrent ils s'identifient, se reconnaissent entre eux, entre psychanalystes freudo-lacaniens, par l'adhésion à une poignée de théories, de concepts, de dogmes qui sont intangibles. Donc les notions sont. C'est pas du tout une démarche scientifique, c'est ça qui est important là. On est dans le soin, dans la psychothérapie, mais c'est pas scientifique et ça c'est important de le dire. Et les gens ne peuvent pas le savoir puisque personne ne leur dit, puisque dans les médias, comme tu viens de le dire, il y a une certaine frilosité, voire une complaisance par rapport à cette. Parce que le fait d'être sur le divan vous met dans une situation de dépendance et de sidération vis-à-vis de la personne, votre analyste. Vous êtes énamouré de votre psychanalyste, vous êtes dépendant. Ça, c'est quelque chose que le psychanalyste, on a parlé longuement au cours des interviews, le reconnaît, ça fait partie de la cure. Et du coup, les gens, à leur insu, deviennent drogués du divan et sidérés et ne sont plus, ils perdent tout esprit critique. Déjà, ils n'ont pas la connaissance, la culture pour la plupart, parce qu'en général, on a des choses plus intéressantes à faire de sa vie que de lire des bouquins de psychanalyse. Et sauf si ça devient devenir un métier. Et puis les gens, de toute façon, perdent tout esprit critique. Donc, en fait, ils étaient confrontés au fait, moi, je vais sur le divan, et là, on me raconte, on me tient un discours sur les psychanalystes qui est pour moi intolérable. Non, vous n'avez pas le droit de dire ça sur la psychanalyse, c'est pas possible. Je disais, mais je les ai filmés. Je vous jure que j'ai des preuves. C'est même pas ce que tu dis, toi, c'est ce qu'eux ils disent, quoi. Et oui, parce qu'il faut quand même préciser que ce n'est pas un documentaire dans lequel il y a une voix off qui décrypte tout ce qui se passe. Leurs propres paroles se passent de commentaires. La voix off, il n'y en a pas besoin. Et quasiment absente d'ailleurs du commentaire. Le commentaire est très, très léger. Il a fallu quand même donner des pistes, enfin quand même un petit peu encadrant, mais très, 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 très soft. Et voilà. Et le problème aussi, c'est que il y a un certain nombre de personnes qui sont intéressées dans mon travail dans l'audiovisuel, mais ils ont peur de l'influence des autres, ceux qui sont sur le divan, parce que c'est quand même un microcosme, et surtout ils ont peur du procès, ils ont peur de la suite. Enfin, il y a tout un ensemble de choses. Avant que le procès arrive,
j'étais confrontée à l'énormité des choses. Et donc, j'ai été amenée à rencontrer Vincent Guérard, le président d'Autistes sans frontières, une association qui milite pour la scolarisation des enfants autistes, et qui m'a dit, moi, j'avais besoin, ça m'intéressait de pouvoir échanger avec des gens capables d'entendre ce que j'avais à leur dire sur la psychanalyse, parce qu'à un moment donné, c'est lourd, quoi. D'entendre des propos du style l'autisme est la résultante d'un inceste maternel, fut-il sans passage à l'acte, et puis de toute façon là, si on s'en fout, des choses comme ça. Et le volume de tout ce discours dogmatique qui tourne en boucle pendant des heures, c'est l'intransigeance, la violence, c'est vraiment un mur. C'est pour ça que j'ai appelé ce film Le Mur, c'est vraiment un mur. Comment tu as été mis en contact avec ces personnes qui dirigent, qui président l'assaut des parents d'enfants autistes? Par des parents d'enfants autistes que j'ai rencontrés, qui me parlaient justement parce que je parlais à plein de gens de mon travail sur la psychanalyse. Qui me disaient, oui, nous, parce que quand j'entendais des choses énormes sur l'autisme, j'ai été amenée à rencontrer des parents d'enfants autistes. Je leur disais, mais vous avez quelle relation, vous, avec les psys, quand vous allez voir des psys, qu'est-ce qui s'est passé avec les psychanalystes? Et ils m'ont dit, oui, voilà, il s'est passé ça. Et donc c'est ainsi que j'ai été amenée à rencontrer Vincent Guérard, qui m'a dit, en fait, vous tombez du ciel, parce que ce que vous dites, nous, ça fait des années qu'on dénonce, mais personne ne nous croit. Et ça, parce que ça se passe souvent dans le secret des c'est pas des alcôves en l'occurrence, mais des cabinets, en fait. Et face au grand public, ceci dit, les psychanalystes s'expriment souvent comme ça en conférence quand même, mais pas de manière aussi crue, si vous voulez, que devant la caméra. Pas de manière aussi rapide. Du coup, c'est là que le projet a un peu changé de destination. Il n'a pas changé. Le projet, dès le départ, c'était assumer la dimension. Parlez-nous franchement. En gros, oui, mais l'angle sous l'angle de l'autisme, là, tu as porté un angle de lecture un peu différent pour le. Faire un film spécifique sur l'autisme, un film sur qui vise à aborder la construction de la théorie psychanalytique. La théorie psychanalytique, elle a l'air d'être extrêmement complexe. En fait, c'est une pyramide inversée. Elle repose sur une poignée de concepts qui sont moteurs et qui tiennent tout le reste, en fait. Et donc, expliciter cette théorie, donc la notion, la vision très spécifique quand les psychanalystes de la sexualité. La manière dont allons-y à la rigueur, là on prend 2 minutes. La psychanalyse, c'est quoi? Donc c'est une théorie essentiellement sexuelle, parce que pour Freud tout est éros, oui, alors, voilà. Ce que je te propose, c'est d'abord de dire ce que ce n'est pas, parce que pour que les gens comprennent bien, la psychanalyse, ça n'a rien à voir avec l'inconscient. Parce que c'est de la propagande totale. Donc Freud n'a pas inventé l'inconscient. Voilà. Freud n'a pas inventé l'inconscient, il n'a ni inventé ni découvert. Ce qu'il a inventé, c'est une interprétation spécifiquement psychanalytique de l'inconscient. Ça, c'est une création. D'ailleurs, la notion d'invention, là, c'est tout à fait justifié, c'est très créatif. Mais c'est figurant, mais c'est très créatif. Par contre, la notion d'inconscient existe depuis très longtemps. Et à l'époque de Freud, elle existait et elle a été portée par tout un tas de gens, l'inconscient, subconscient, tout ce que vous voulez. Et grosso modo, la perception qu'il y a des quand une personne souffre, d'ailleurs même quand elle ne souffre pas, quand on est dans l'activité onirique, la création artistique, ce qu'on veut, qu'on puisse être agi par des pensées, par des notions qui sont non conscientes, qui éventuellement peuvent nous faire souffrir, mais on n'est pas toujours dans le registre de la souffrance. Ça, c'est des choses qui sont connues depuis très longtemps et qui sont agies depuis très longtemps et qui sont qui étaient et des notions qui étaient très en vogue d'ailleurs à l'époque de Freud. Il n'a fait que surfer sur une mode en fait. Donc l'inconscient, redisons-le, l'inconscient ne doit rien à Freud, mais Freud doit tout à l'inconscient. Absolument pas. Ce que Freud a fait à partir de l'inconscient, c'est d'en faire une vision qui est spécifique à la psychanalyse de l'inconscient, mais la notion même d'inconscient, de non-conscient, même les comportementalistes, quelque part, savent très bien que peut être agi par des pensées non conscientes. Les neurologues le savent très bien. Enfin, je veux dire, l'essentiel de la pensée est non consciente et on est. Système 1, système 2, etc. La cognition n'est pas toujours consciente, bien sûr. Ça, c'est partie de la propagande psychanalytique de dire l'inconscient, c'est la psychanalyse. Non, c'est la vision freudienne de l'inconscient qui est la psychanalyse, ce qui est une tautologie. Le fait est que lorsqu'on entend le mot inconscient dans les médias, dans les films, etc., implicitement, on nous amène tout le cortège des idées freudiennes. Oui, et les psychanalystes disent si vous luttez contre la psychanalyse, vous luttez contre l'inconscient, ce qui est complètement ridicule. Bien sûr. C'est faux, c'est complètement faux. Lutter contre l'inconscient. La psychothérapie, c'est important de définir ces choses-là avant de dire ce que c'est que la psychanalyse. Voilà, le fait d'aller voir quelqu'un pour parler de soi. Pardon. Vas-y, c'est bon, vas-y. C'est très important. On a l'inconscient d'une part qui n'a pas été créé par Freud. En plus, on a d'autres types de psychanalyse, de
psychothérapie. Je me trompe. Oui, le principe de base de la psychothérapie, de dire je souffre, je vais pas bien, je vais voir quelqu'un pour parler de ce qui me fait souffrir, et à travers la relation avec cette personne, je vais aussi prendre conscience, de connaissance d'un certain nombre de mécanismes cognitifs, voilà, qu'aujourd'hui on appelle cognitifs, qu'avant on les appelait autrement, mais en gros c'est les principes de base de la psychologie et de la psychiatrie, je veux dire. Et les psychiatres aujourd'hui qui travaillent dans l'obédience scientifique, les psychiatres SCC, sont des psychothérapeutes. Et il y a des courants, alors, à cause de l'influence de la psychanalyse en France, on a eu un trou dans 40 ans de retard dans les différents courants de la psychologie scientifique, mais il y a la psychologie existe, qui n'a rien à voir avec la psychanalyse, normalement, parce que le problème c'est qu'aujourd'hui, on y reviendra, mais dans les facultés de psychologie, il y a souvent, sous couvert de psychopathologie clinique ou psychologie de développement, ce sont des cours de psychanalyse qui sont dispensés, mais normalement ça n'a strictement rien à voir. Et il y a différents courants de psychologie qui sont basés sur la reconnaissance des mécanismes de la cognition, sur les mécanismes du comportement, sur la psychologie du développement, qui a amené à une connaissance scientifique de la psychologie et fondée sur les preuves, fondée sur une concertation entre chercheurs qui, avec humilité, confrontent leurs connaissances et les font évoluer d'année en année, et sur des preuves, sur des démarches qui consistent à faire des études en double aveugle pour essayer d'avoir des démarches concrètes par rapport à ce qu'ils font chez l'amélioration d'état du patient. Et là où on peut insister, c'est que la grande différence entre ça et la psychanalyse, c'est qu'on a à l'échelle mondiale des gens qui travaillent sur les mêmes concepts, des concepts qui évoluent, qui sont remis en question, qui sont testés. Et on a des colloques, etc. On a une science de la psychologie, avec différentes sensibilités en fonction des recherches. Mais voilà, on a vraiment une science qui évolue, alors que dans la psychanalyse, on va en parler un peu plus tard, on a des savoirs figés, et toute évolution est vécue un peu comme un schisme. Il n'y a pas eu, à mon sens, d'amélioration du concept d'inconscient freudien. Freud et Lacan c'est plus que des maîtres à penser, c'est des prophètes. Je pense qu'au départ, Freud avait la conviction, même si ses idées étaient délirantes dès le départ, mais je pense qu'il avait la conviction sincère que ses idées pouvaient soigner les gens. Sa démarche était voilà. Et quand il s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas du tout, et je pense que c'était quelqu'un de très créatif, mais il était très piètre thérapeute. Enfin, il y a pas mal de gens qui ont étudié sa vie et ses relations avec ses patients qui le disent. Et puis sa correspondance est assez éloquente à ce sujet. Quand il s'est rendu compte que ça ne le menait nulle part, il faut savoir qu'il a créé la psychanalyse sur la fin de sa vie. Enfin, il n'était pas tout jeune et au bout de plusieurs années, ça le menait nulle part. Il était rapidement assez pessimiste quand même. Et il a fait un choix qui était de conserver sa théorie contre ses patients. Et donc, il a développé toute une sorte de rhétorique auto-immunisante, de stratégie auto-immunisante. Le concept de résistance consiste à dire si le patient ne s'améliore pas, c'est parce qu'il lutte contre l'interprétation, c'est parce que ça prouve qu'il résiste à la guérison. Le symptôme serait un désir du patient. Enfin, tout est complètement tourne en boucle sur lui-même. Tous les raisonnements tournent en boucle sur lui-même pour ne jamais remettre en question le dogme psychanalytique et l'attitude du psychanalyste. Au-delà du soin, il y a, en tout cas à l'heure actuelle, j'ignore trop ce qu'en disait Freud, mais il me semble que c'est surtout devenu quelque chose qui te donne du sens. Le côté thérapie, le côté soigné, beaucoup de psychanalystes à l'heure actuelle admettent que ça soigne pas, mais ça apporte du sens, etc. Et donc ça amène une certaine vision par rapport à la vie, une certaine sérénité, etc. C'est plutôt cet aspect-là qui est mis en avant à l'heure actuelle, sauf que même ça... ça se base sur... C'est complètement faux. Voilà. C'est complètement faux. Ça, c'est fait partie aussi de la propagande. Vous n'allez pas chercher à guérir. Les psychanalystes savent très bien, enfin ils le disent, vont le dire dans la caméra, on n'est pas là pour guérir les gens, on n'est pas là pour soigner les gens. Mais par contre, on peut amener une connaissance de soi. Et c'est vrai qu'a priori, quand on vient régulièrement voir quelqu'un plusieurs fois par semaine pour parler de soi, on est censé a priori quand même apprendre à se connaître un peu. Ça pourrait sembler logique. Et en réalité, ce qui se produit en fait dans le cadre de la cure, et ça aussi ça a été étudié, c'est un phénomène de sidération. Et alors, c'est basé sur plusieurs choses. Il faut savoir que... Alors c'est quoi la sidération? Voilà. La sidération, c'est la perte de repère de sens critique. Et pour une raison très simple, c'est que les psychanalystes considèrent que le discours conscient du patient du client, en fait, n'a aucun intérêt.
la vérité du sujet se situerait dans son inconscient. Il considère qu'il y a une dualité entre l'inconscient et la conscience. Donc, et que cette vérité est forcément cachée, elle est forcément masquée, elle est forcément un insu du sujet, elle est forcément insu du patient. Et que c'est uniquement le fait de dire des choses dans le cadre de la cure qui peut l'amener à faire émerger cette réalité. Donc on est tout de suite dans une dimension très très éloignée de celle qui consiste à aller voir un psychologue ou un psychiatre, on va dire c'est devient scientifique, et dire il y a des choses qui me font souffrir, on va en parler, mais de manière concrète et consciente, parce que le psychanalyste ne s'intéresse pas au message conscient du client. Il s'intéresse à ce qui est caché, ce qu'il ne sait pas. Et donc, les personnes sont amenées, si vous voulez, à penser que... à rechercher l'inconscient dans l'esprit, notamment des lacaniens, enfin des freudiens également, c'est que c'est tout ce qui fait défaut, tout ce qui est les lapsus, les actes manqués, les traumas qui sont censés laisser avoir blanc. On est censé avoir vécu des situations tellement traumatiques et tellement violentes qu'elles n'auraient laissé aucune trace dans l'inconscient, elles auraient été complètement effacées. Les gens sont amenés à leur insu, donc à mettre en cause, à mettre en doute constamment leurs pensées conscientes, leurs affects, leurs émotions, puisque tout justement, analystes, tout est faux. Ouais. À partir du moment où ils peuvent l'exprimer, où ils l'expriment, tout est faux. Et que forcément, leur vérité, leur inconscient serait forcément en contradiction avec ce qu'ils expriment. Donc c'est quelque chose qui est très destructeur. Donc là, on en revient à l'inconscient. Seul l'inconscient a raison. Lui, c'est ce qui est vrai. Or, l'inconscient est totalement inaccessible. Donc le psychanalyste peut trouver ce qu'il veut dedans, quoi. Puisque tout est faux. C'est l'idée qu'il est en contradiction avec la conscience. Or, on sait aujourd'hui que l'essentiel des processus cognitifs sont inconscients, mais c'est pas parce qu'ils sont inconscients qu'ils sont méconnus de la personne et qu'on peut pas les. C'est pas parce qu'ils sont inconscients qu'ils sont en contradiction avec la conscience. Oui. C'est qu'ils sont beaucoup plus vastes. C'est beaucoup plus subtil que ça, oui. Voilà, mais il n'y a pas de dualité. Quand il y a une dualité, c'est qu'on va mal, justement, et que l'objectif d'un thérapeute, c'est de remettre de remettre un accordage, de réaccorder la guitare, en fait, quelque part. Dès l'instant qu'on a une vision binaire des choses, de toute façon, ça semble pas très très bon d'effet, ça. Oui, c'est de toute manière, voilà, c'est une grille de lecture toute faite. Et totalement donc, la notion de la vérité est ailleurs, et les gens sont amenés à penser que, s'ils vont mal, c'est que quelqu'un leur a fait quelque chose ou ne leur a pas fait quelque chose. Mais que s'ils n'en ont aucun souvenir, c'est que de toute façon, ça a dû être très violent. Il faut donc être dans une espèce de jeu de piste pour essayer de retrouver à travers des jeux d'association libre aussi qui sont complètement déstructurantes, le trauma, voilà, le trauma qui aurait été à l'origine de leur souffrance. Et ils en viennent à une espèce de truc qui va tourner en boucle sur des souvenirs, sur des associations libres qui les déconnectent complètement du réel, qui les déconnectent de relation aux autres. Il y a la notion aussi que l'autre, ça c'est dans la culture lacanienne, l'autre est quelque part un ennemi, on est aliéné. Et la notion d'aliénation, c'est la demande de l'autre, la relation à l'autre qui est aliénante. Donc il y a vraiment une notion de dualité fondamentale. Et les gens sont dressés à être des poissons rouges dans un bocal, c'est-à-dire qu'en fait, les patients développent une démarche très asocialisante. La démarche psychanalytique asocialisante, ils deviennent complètement égocentriques et ils sont complètement à leur insu, à l'affût d'une souffrance cachée qu'on leur a fait subir qui justifierait leur état, et du fait que la relation à autrui est compliquée. Et forcément mortifère dans la vie quotidienne. Forcément compliqué. C'est terrible ce que tu dis, si c'est vrai, ça veut dire, comme dire qu'on a dans des milliers de cabinets en France des gens qui font des choses qui sont destructrices. Mais, complètement destructrices. J'ai envie de dire quand même, c'est tellement grave que personne ne veut le croire. Et je peux comprendre qu'il y a à l'heure actuelle des gens qui nous écoutent, qui se disent mais elle est folle, c'est pas possible. Il y a plein de gens qui le savent depuis très longtemps, et on en a déjà à l'époque de Freud, ils s'en sont rendus compte, parce que les premières personnes, les psychanalystes aujourd'hui luttent contre le fait de faire des études statistiques pour voir un petit peu l'état de leurs clients. En réalité, dès le départ, on a ça dans la correspondance de Freud, ils se posaient des questions sur l'évolution de leurs patients, parce qu'ils se repeignaient les patients entre eux, et ils en sont arrivés à la conclusion que c'était très compliqué. Il y a un historien formidable qui s'appelle Michael Borch-Jacobsen qui a fait un travail de recherche sur les patients de Freud, et je vous invite à le lire, en prendre connaissance. Donc il a retrouvé les destins d'une trentaine de patients de Freud, donc en retrouvant un petit peu quelle était leur pensée eux par rapport à la cure qu'ils avaient suivie et qu'est-ce qu'ils étaient devenus, et on s'est rendu compte
il y a quelques années, qu'en fait, il avait tout inventé. Il avait tout pipoté. Oui. Les cas princeps sur lesquels il a fondé la théorie psychanalytique sont des mensonges, et la réalité est à des années-lumière de ce qu'il en a raconté. Les gens allaient souvent très très mal, les gens qui ont très très mal fini, c'était cocaïnomanes, beaucoup de suicides. Et ça, il y a un cortège de suicides chez les patients. Et ça, on va te dire, ça c'est Freud. Peut-être que Freud... Il y a plein de recherches là-dessus. Et il y a aussi beaucoup de suicides parmi les psychanalystes. Ah, bah ça, à la rigueur... c'est autre chose. C'est très triste. Attention. Non, mais, au moins, ils font pas mal aux autres, ça veut dire. Enfin, mais je fais une pause pour dire qu'apparemment, le chat a des problèmes. Il l'a fait. Donc, si vous avez des questions à poser et que le chat ne marche pas, venez sur la page Facebook de l'événement de ce soir, de l'émission, posez vos questions. Juste pour revenir sur ce que tu dis, mais là, donc, selon dont tu lui parles, c'est à l'époque de Freud, en effet, les grands cas, en fait, il a guéri personne. Moi, j'ai pas lu la personne de toi, mais j'ai lu le bouquin de Michel Onfray, Crépuscule d'une idole, qui est une étude historique qui reprend justement les écrits de Freud. On voit que le Freud officiel et le Freud qui communique dans le privé, c'est pas le même. Et de manière un peu étonnante, les gens qui ont les droits sur sa correspondance veulent garder ça secret. Ils ne veulent pas qu'on sache le contenu du courrier de Freud. Bon, en soi, c'est bizarre, parce que si Freud a raison et s'il n'y a pas de problème, on devrait avoir envie d'étudier les paroles du maître. Consiste à tout dire. Oui, on invite les patients à tout dire. Mais là, il faut cacher. Mais du coup, le rapport de ça par rapport à la science m'amène à poser cette question. Les psychanalystes sont des gens qui ont la responsabilité de prendre en charge des gens qui, a priori, vont mal, parce qu'ils veulent parler. Mais j'imagine que c'est pas n'importe qui peut faire ça. Il faut forcément avoir un diplôme, il faut avoir des compétences pour être psychanalyste. Je suppose. Cette question candide à laquelle tu connais la réponse. La question candide. Comme elle est amenée. Oui. Non. Les psychanalystes se sont battus pour que le titre ne soit pas protégé. Je parle des psychanalystes français. Alors ça, c'est à l'origine des grands schismes. Au départ, Freud était médecin, était neurologue d'ailleurs, et Jacques Lacan était psychiatre. Et en fait, Freud a défendu le premier l'analyse profane au moment où il a décidé d'abandonner ses patients pour créer une religion fondamentaliste et exclure de manière très violente tous ceux qui étaient déviants parmi ses adeptes par rapport à cette théorie. Il a commencé à développer un double discours. Oui. Allô ? Oui. On t'entend. Une absence, c'est rien. Ce sont des choses qui arrivent. Attention, c'est un acte manqué. Ah, mais là, il y aurait beaucoup à dire. Hein. Tu seulement tu refoules quelque chose. Parle-nous de ta mère. Tu refoules. Non, voilà, donc le fait que le métier soit pas protégé par une appellation. Il a défendu le fait de l'analyse profane, c'est-à-dire il a défendu le fait que la psychanalyse, pour se développer, devait se développer chez des non-médecins. Okay. Ce qui au départ était considéré comme un scandale par les premiers psychanalystes, oui. et notamment par les psychanalystes américains, etc. Quand au moment où la psychanalyse a commencé à se développer comme mouvement, il y a eu des grandes discussions sur est-ce que la psychanalyse doit être réservée à des médecins ou à des gens qui ne sont pas médecins. Et donc il y a eu un premier mouvement qui correspond avec l'ancrage de la psychanalyse comme un mouvement religieux, vraiment, un mouvement religieux, un mouvement qui est devenu de plus en plus fondamentaliste, alors que quand même à l'époque de Freud et jusqu'aux années 60, il y a quand même il y avait quand même des dissidents, il y avait des discussions, mais justement il y avait des discussions, il y avait des dissidents. Le résultat à l'heure actuelle, c'est qu'on a des gens, on a un corps de métier, j'ai envie de dire, pour faire une comparaison osée mais finalement juste, on peut être psychanalyste comme on peut être astrologue. Il n'y a pas de diplôme, on peut mettre une plaque avec son nom marqué psychanalyste sans que personne vienne vérifier quoi que ce soit. Personne n'a à mettre le nez dans le métier du psychanalyste. Il fait ce qu'il veut. Et dans l'histoire de la psychanalyse, c'est Jacques Lacan qui a impulsé ça. Il s'est fait virer de l'Internationale Psychanalytique Association dans les années 60 pour la pratique des séances à durée variable, c'est-à-dire de 30 secondes, 2 minutes. Et à partir de là, il a noyé, si vous voulez, il a étendu, il avait un charisme énorme, c'était vraiment un gourou. Et il a investi en fait, il a accueilli énormément de philosophes, de gens qui faisaient des sciences humaines, et beaucoup d'artistes qui sont devenus psychanalystes. Voilà, c'est des gens qui sont ni psychologues à la base, ni médecins. Et la psychanalyse a développé les travers qu'on connaît aujourd'hui avec cette espèce de paradoxe permanent où ce sont des gens qui sont en position de soin,
vis-à-vis des personnes qui viennent les voir, alors qu'ils n'ont aucun, beaucoup n'ont aucun, à la base Mais les connaissances dures. Le but d'une psychanalyse, c'est de former un psychanalyste. Au bout vous faites une psychanalyse pendant 4-5 ans, vous partez, ça va. Si vous passez votre vie sur le divan, et les gens passent fréquemment leur vie sur le divan, au bout d'un moment, vous devenez automatiquement psychanalyste. Vous allez même considérer qu'à partir de X années de psychanalyse, vous allez même considérer comme un psychanalyste par les autres psychanalystes. C'est vraiment le but du jeu, c'est de se reproduire, quoi, en fait. Mais ça, c'est un peu effrayant dans la mesure où, je te coupe parce que tu parles tellement que je n'ai pas tant de poser des questions, mais c'est ma faute. Mais juste parce que pour rebondir à ça, c'est que on sait que les étudiants qui sont attirés par les études de psychologie, bon, ça c'est des tests, des calculs, j'ai pas la référence, mais peut-être que nos éditeurs pourront la retrouver. On sait que c'est un public qui justement a plus tendance à être victime de troubles psychologiques. Donc, alors ça veut pas dire que c'est mal en soi, c'est très bien, mais du coup on a des gens qui vont vers la psychanalyse, et qui donc a priori sont dans le même cas, il y a parmi eux un plus fort pourcentage de gens qui ont des problèmes psychologiques, sauf que eux en plus n'ont pas de diplôme. Donc du côté des centres psychologiques, ok, bon c'est un public peut-être particulier, mais au moins il y a une sanction qui est le diplôme, qui vaut ce qu'il vaut, on peut critiquer, mais au moins il y a ce crible-là, il y a ce tri qui se fait au fil des années. Et dans la psychanalyse, on n'a même pas ça, quoi, pour s'assurer qu'on n'a pas en face de ça quelqu'un qui va très très mal, peut-être. Le truc, c'est que il faut voir un petit peu la démarche historique. Au départ, il y avait effectivement pas de diplôme, en tout cas, et de médecine et de psychologie scientifique requis. Aujourd'hui, ça produit des dégâts considérables, etc. Aujourd'hui, les psychanalystes ont investi massivement les formations diplômantes en psychologie, en psychiatrie. Alors, il y a eu un premier cursus de psychanalyse. C'est à Paris 7, je crois, il y a un cursus de psychanalyse, mais c'est pas parce que vous faites un cursus de psychanalyse que vous allez devenir psychanalyste. Il faut aller sur le divan, il faut faire une analyse didactique, c'est-à-dire une analyse pour devenir psychanalyste, qui fait que vous allez devenir psychanalyste. Et c'est à travers la sidération, la dépendance sur le divan que les gens qui sont dans votre obédience de psychanalyste vont déterminer un petit peu si vous êtes capable de ressortir. Je découvre juste parce qu'on a une question par rapport à ça, et c'est par rapport à ce que tu dis. Quelqu'un nous dit qu'apparemment c'est très réglementé, pardon, parce qu'il faut prouver plus de 600 heures de psychanalyse et un diplôme en psychologie pour être psychanalyste. C'est quelqu'un qui nous dit ça. C'est faux, alors. On ajoute même, vous confondez avec la psychothérapie. C'est complètement faux. Okay. Le titre, ils se sont battus, les Lacaniens notamment se sont battus pour que le titre ne soit pas protégé. Il n'y a pas de regard extérieur sur le contenu des contenus de la théorie psychanalytique et de la pratique. Par ailleurs, dans les années 80, 100% des psychiatres et des psychanalystes étaient formés à la psychanalyse et ils étaient même tous poussés à être sur le divan. Si vous étiez un psychiatre qui n'était pas sur le divan, ça pouvait nuire à votre carrière. Vous étiez considéré comme quelqu'un au rabais. Okay. À partir des années 90, il y a eu quand même si c'est très tardivement en France, un essor des thérapies comportementales cognitives. Et donc, il y a des responsables d'hôpitaux et d'universités qui ont commencé à retirer les psychanalystes, la plupart n'avaient pas de diplôme d'ailleurs, pour mettre à la place, pour ouvrir le champ de la psychologie à des courants scientifiques de la psychologie, à d'autres personnes, pour que ce ne soit pas la pensée. Et donc, il y a eu un mouvement de balancier. Des psychanalystes ont commencé à être virés de plein d'endroits. Et du coup, ils ont repassé leur diplôme. Et beaucoup ont investi le secteur sanitaire, médico-social et l'université sous couvert de titres de psychologie et de psychiatrie. C'est pourquoi ça, aujourd'hui, on est dans une situation extrêmement confusionnante par rapport du grand public, ce qui justifie la chape de plomb dans laquelle on est aujourd'hui. C'est compliqué de faire la distinction entre qui fait quoi. C'est très compliqué. En soi, la psychologie, la psychanalyse, la psychothérapie, la psychiatrie, ce sont des choses très différentes. Mais aujourd'hui, un étudiant en psychologie, dans la plupart des facultés françaises, reçoit des cours de psychanalyse sous l'intitulé de psychologie clinique, de psychopathologie du développement, voilà. Donc c'est complètement... C'est comme si vous receviez des cours d'astrologie alors que vous êtes inscrit dans une faculté pour apprendre l'astrophysique. C'est exactement la même chose. Voilà. Bon, donc c'est de la psychanalyse masquée. Alors dans certaines facultés, ceux qui ont la chance ont des cours c'est un peu du gloubi-boulga. Vous avez un peu de ci, un peu de trucs bien. Il y a des profs très bien et puis des profs psychanalyse qui font voilà. Donc les gens ont un ensemble de choses. Mais dans beaucoup de facultés, vous avez exclusivement de la psychanalyse. Et comment les étudiants font la distinction
On leur dit, ils savent comment... Mais la plupart du temps, ils ne savent pas et ils le découvrent sur place. Ou alors, il y a des oui-dire, il y a des on-dit. Oui. Il paraîtrait que à Grenoble, par exemple, ou à d'autres, oui, ce serait plus sérieux, plus scientifique. Puis, une fois ils sont sur place, ils se rendent compte, bah non, pas du tout. Ouais. Ou c'est très, très ténu par rapport à ce qu'ils sont en droit d'attendre d'un cursus universitaire et payé par de l'argent public. Enfin, je veux dire, avec normalement un regard de l'État sur la validité des diplômes qui sont dispensés. Il y a un gros problème, un gros problème. On va finir sur la partie 1. Par rapport à ça aujourd'hui, et il y en a certaines c'est le grand n'importe quoi, Ouais, donc ça c'est un problème, donc c'est un gros chantier pour essayer. J'ai juste une dernière question avant de finir la partie 1. On a souvent dans les procès des experts. Donc on a une question qui vient du chat, c'est est-ce qu'il y a une reconnaissance juridique en France de la psychanalyse ? Est-ce qu'on a est-ce que la théorie est présente dans les tribunaux La théorie est présente dans les tribunaux complètement, mais elle est présente masquée. Les experts qui sont appelés auprès des tribunaux, ils interviennent en tant que psychologues ou psychiatres. Ils n'interviennent pas en tant que psychanalystes. D'accord. Mais et pour autant, dans leur discours, clairement, lorsqu'on lit entre les lignes, on peut reconnaître le... Et on retrouve ça notamment dans tout ce qui concerne les procès qui sont intentés aux parents d'enfants autistes lorsqu'ils veulent retirer leurs enfants des hôpitaux psychiatriques ou des instituts médico-éducatifs qui font de la psychothérapie institutionnelle, qui donc est de la psychanalyse, adaptée à l'institution, c'est le grand n'importe quoi. Et on se retrouve avec les psychanalystes détournent une loi qui a été révisée en juin 2011, qui consiste qui permet aux magistrats de retirer l'autorité parentale pour défaut de soins de manière préventive, c'est-à-dire en absence de troubles, en absence de maltraitance avérée, mais de manière préventive. Et normalement, c'est une loi qui a été mise en place pour protéger les enfants dont les parents sont dans des sectes. Et donc, par exemple, si un enfant, les parents refusent une transfusion sanguine, alors c'est le seul moyen de protéger l'enfant, de le sauver, etc. Donc, il fallait avoir un dispositif qui permet de protéger de manière préventive. Et en fait, les psychanalystes détournent, mais sous couvert de psychiatrie, de psychologie, détournent cette loi. Vous considérez que si un enfant a des troubles du développement, notamment l'autisme et d'autres, il n'y a pas que les parents d'enfants autistes qui souffrent de ça, on considère que c'est la faute des parents, c'est la faute de la constellation familiale. Alors, il y a aussi les thérapies systémiques sous couvert de psychanalyse qui se mettent à ça, mais c'est considère que l'enfant est un symptôme. Le trouble, quel qu'il soit, est un symptôme d'un dysfonctionnement parental, d'un dysfonctionnement de la famille. Et notamment, c'est la faute de la mère, parce que tout est de la faute de la mère. Est-ce que le monde judiciaire a conscience de ça ? Il se passe des choses, il y a des gens qui en parlent ou... Alors, ça dépend. Le monde judiciaire, c'est pas un truc homogène, c'est des hommes et des femmes bien sûr. Qui réagissent avec leur... Mais il y a quand même des directives, il y a peut-être des gens qui prennent la parole publiquement. Est-ce qu'on en parle de ça ? Du problème de la psychanalyse dans la justice? Non. Certaines personnes en parlent, mais pas de manière. Il est urgent qu'il y ait un débat. Il doit y avoir un débat national sur ces questions-là. D'accord. Il doit y avoir un débat, c'est fondamental. La situation est très confusionnante. Il doit y avoir un travail de fond qui soit fait sur le contenu des théories, le recrutement des experts. Vous savez qu'il y a les psychiatres se regroupent, les psychiatres d'obédience scientifique, les psychologues d'obédience scientifique se regroupent, mais ils sont minoritaires, ils ont longtemps été menacés, ils sont dans des situations très, très compliquées, alors qu'ils font appel à une demande, il y a une énorme demande sociale de leur talent et de leurs compétences par rapport au reste. C'est très, très, très compliqué. Les magistrats n'ont pas ils font des métiers très difficiles, ils ont la tête farcie d'informations et ils prennent des décisions qui, par définition, mécontentent énormément de gens. Donc, c'est facile de se fermer, si vous voulez, à un discours, parce que de toute façon, ils sont toujours confrontés à des discours hostiles, quelque part. Donc, un magistrat ne peut pas tout savoir sur ces choses-là. Et en plus, je pense qu'il y a énormément qui sont sur la valeur de l'expertise, quoi. Comment on juge un expert quand on n'est pas expert du domaine, c'est compliqué. Mais juste, on va s'arrêter là. Pour la partie, parce qu'on déborde un peu sur le timing. Oui. Et je me tourne vers Vlad, parce qu'on a une version musicale du complexe d'Oedipe à vous présenter. C'est ça, une version musicale du complexe d'Oedipe, parce que le saviez-tu, Alan Parsons Project a sorti un concept album sur la psychanalyse qui s'appelle Freudiana. Le mec qui a fait le méga laser dans Austin Powers? Le mec qui a fait le méga laser dans Austin Powers. D'accord, ok. Absolument. Et ce morceau-ci s'appelle No One Can Love You Better Than Me, et c'est sur Radio Campus Lorraine, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est très très bien. Ouais. On vous retrouve dans 5 minutes. Donc c'est la deuxième partie de notre émission avec Sophie Robert.
pour parler de la psychanalyse et de la manière dont les psychanalystes répondent aux critiques. Donc là, on va vraiment se concentrer sur cette deuxième partie, sur cet aspect-là, sur comment est-ce que le travail critique que toi tu as fait, que d'autres ont pu faire sur la psychanalyse, comment il est reçu et quelle est leur manière de répondre, quelle est leur rhétorique. Parce qu'on peut imaginer que ce sont des gens sérieux, on va leur accorder le bénéfice du doute, des gens sérieux, des gens qui ont un travail important, qui ont une méthode, et donc j'imagine qu'ils répondent sur les faits, que tu apportes certaines critiques et qu'eux vont dire non, voilà, regardez telle étude, ceci, cela, on a des preuves qui montrent qu'on a un travail qui est sérieux. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe ? Oui, ben non, malheureusement non. Mais je vais quand même mettre un bémol par rapport à ce que tu dis, c'est que j'ai pas fait un travail critique. Enfin, j'ai fait un travail de composition des interviews pour de manière synthétique exposer dans le mur la théorie des psychanalystes et la pratique des psychanalystes par rapport à l'autisme. Mais c'est les psychanalystes eux-mêmes, le côté critique du discours, il vient des psychanalystes. Il y a un contresens. Les psychanalystes ou leurs aficionados se sont défendus de mon travail en faisant un contresens, en disant vous avez attaqué la psychanalyse. Non, moi je l'expose, je n'attaque pas la psychanalyse. J'ai jamais varié d'un iota par rapport à mon objectif, faire passer aux profanes un discours qui réserve habituellement aux initiés, faire en sorte que les gens puissent comprendre, assumer la dimension politiquement incorrecte, qui parle franchement. Et moi je le mets en manière à ce que les gens puissent comprendre, quoi. Mais en posant des questions avec leur discours, et en l'exposant, ça s'est jamais fait. Ils n'ont jamais. Ils sont tellement loin de la réalité qu'ils n'imaginent pas à quel point leur discours est inaudible. Mais ce qu'il y a derrière, en fait. Les réactions des gens en pleine figure. Et donc les réactions des gens, c'était Attends, juste pour revenir aux détracteurs, c'est que le problème, c'est que justement le format c'est documentaire. Documentaire, c'est monté et du coup, les détracteurs peuvent dire que c'est dû au montage, c'est le montage qui oriente le discours et que c'est manipulé. Donc, ils l'ont fait. Que j'ai choisi des comédiens ou que j'ai été chercher quelques personnages particulièrement critiques. Pardon ? Il y a eu ça aussi. Il y a eu ça aussi. D'accord. Pourtant, il y en a certains qui sont connus, genre, je sais pas, Bernard Goltz qui justement est, si je me rappelle bien, directeur. Que des pointures. Voilà ça. Les psychanalystes qui ne sont pas ultra référencés, il faut savoir ultra installés dans leur existence, dans leur vie professionnelle, ne parlent pas dans les caméras. Parce qu'ils avaient peur. Il y a que je voulais prendre des psychanalystes plus jeunes, par exemple, moins expérimentés. Ils veulent pas. Il y a que des gens qui sont très installés. Déjà pour l'autisme, j'ai des références, mais il y a des gens très installés qui assument de parler et qui sont tous des théoriciens, des gens qui écrivent des bouquins, des enseignants de la psychanalyse, des gens très représentatifs. Mais bon, admettons que voilà, tu as interviewé des gens compétents, mais en face la réaction du corps de métier. Par rapport à des propos choquants, c'est quand même eu des propos. Allez voir le film, vous n'allez pas en rire. Jamais voulu discuter des arguments, des propos qui sont tenus par les psychanalystes dans la caméra. Mais comment c'est possible ? Un ou deux psychanalystes qui vont dire oui, là, ça quand même, c'est choquant. Mais c'est tout. Et ça m'a frappé. Il y a eu des milliers, des centaines de milliers de réactions dans les médias, les commentaires des versions web. Sur le film sur le film et puis de toute la campagne de presse énorme qu'il y a eu autour du film. Et jamais il n'a été possible, il y a eu énormément de réactions sur Facebook entre des parents d'enfants autistes et des psychanalystes après, c'était des choses qui étaient sociologiquement très intéressantes. Jamais ils n'ont voulu accepter de discuter. Un psychanalyste ne discute pas cette théorie et c'était totalement inaudible. Ils considéraient qu'il y avait un contresens permanent, que le côté choquant du discours des psychanalystes était considéré comme une agression de ma part. C'est une aversion. Là, je fais une pause, parce que c'est quand même extrêmement important. Surtout par rapport au thème de l'émission, nous on voulait s'intéresser à la manière dont les psychanalystes, donc les pratiquants de la psychanalyse, répondent quand on critique, qu'on émet une critique constructive ou pas, enfin, veut dire méchante ou gentille, peu importe, de la psychanalyse, et tu me dis qu'en fait ils répondent pas. Il n'y a pas de dialogue possible. Mais alors, il n'y a pas de possibilité de leur dire, mais la forclusion du nom du père, mais quand même, l'enfant substitut du phallus, mais quand même, le primat du pénis, le primat du phallus, mais quand même, et votre contresens par rapport à ça. Moi, je pensais dialoguer avec eux. Et puis, après coup, ils auraient pu aussi réagir au discours tenu par les psychanalystes dans le mur. Donc, non, ça veut dire que la parole des psychanalystes dans le mur, les gens que tu as invités et qui en parlaient, personne n'a remis en cause. Les pratiquants de la psychanalyse ne sont pas choqués par ce qui a été dit. Voilà, donc il n'y a aucun problème. Voilà. Là où on est dans une religion fondamentaliste, c'est que
on est dans une religion fondamentaliste. Mais alors C'est une hérésie, si vous voulez. Mais alors pourquoi Et du même coup, l'exposer, ouais. c'est une hérésie. Mais j'essaie de comprendre, c'est le point de vue totalement naïf, hein. Je suis là, donc je suis un citoyen français, voilà, j'y connais que dalle, je vois un film où j'entends des propos qui me choquent, surtout lorsqu'on connaît un peu la psychologie et qu'on sait que l'autisme... la science comprend un peu que c'est l'autisme. On sait que c'est pas dû à la mère, on sait que c'est pas un problème lié aux parents, on sait que c'est biologique, on sait qu'il y a plein de facteurs, mais en tout cas ça ne peut pas être dû à un rapport à la mère. Et on entend des gens qui disent des horreurs, et le documentaire qui met ces gens-là, qui leur donne la parole, est attaqué en justice par les psychanalystes. Mais pourquoi ? Puisque le contenu ne les choque pas. Pourquoi est-ce qu'ils attaquent en justice ? Attaqué en justice par 3 des psychanalystes sur les 11 que j'ai interviewés et qui appartiennent tous les 3 à la même obédience, ça relativise quand même. L'obédience, c'est l'école de la cause freudienne, hein, c'est les lacaniens légitimes. Hein, l'école de la cause freudienne. Non, voilà, c'est une école qui a été fondée par Lacan, par le gendre Lacan, et qui est gérée par Jacques-Alain Miller et Judith Miller, qui est la fille de Lacan. Donc c'est les lacaniens. Une affaire de famille. Voilà, parce qu'il y a d'autres obédiences lacaniennes qui sont contre eux. Et ils sont considérés comme une secte par les autres psychanalystes, ça il faut le savoir. Et surtout, c'est les gardiens du temple. C'est des gens qui se considèrent comme les gardiens du temple. C'est-à-dire, c'est des gens dont le rôle, notamment c'est celui qui est dévolu à Jacques-Alain Miller, c'est de sauvegarder la pureté de la psychanalyse vis-à-vis du reste du monde. Et contre dans même l'Église catholique, ça s'appelle l'Inquisition. Et il justifie, d'ailleurs il y a écrit des textes là-dessus, il justifie de faire du lobbying politique, de faire de l'entrisme politique pour maintenir coûte que coûte la psychanalyse. Donc là on est très loin de la science, là. On est très loin de la science. Financière et médiatique, hein, pour casser, pour torpiller tous ceux qui remettent en question leur hagiographie freudienne. Pour l'anecdote, j'ai discuté avec Denis Robert, qui n'a rien à voir avec moi, nous sommes homonymes, et il m'avait expliqué qu'il était, avant d'être journaliste, il était éducateur, et qu'un jour il avait écrit un article dans une revue d'éducateurs spécialisés dans lequel il se moquait des psychanalystes. Et ben il s'est pris des menaces et un procès ou des choses de réaction extrêmement graves de la part de Jacques-Alain Miller, et il a été obligé de retirer cet article. Mais alors c'était un article où ça? Dans une feuille de chou d'éducateurs spécialisés. Et c'est la démarche de ces gens. Au moment où ils m'ont fait un procès, ils ont fait également un procès à Elisabeth Rodinesco, qui n'est pas quelqu'un de très fréquentable, mais simplement parce qu'elle avait écrit une phrase qui ne plaisait pas à sa seigneurie dans un bouquin sur Lacan. Et donc c'est vraiment des gens qui sont des gardiens du temple. Mais Rodinesco elle-même, ce ne serait pas un peu la gardienne du temple de Freud? Elle est un peu. Oui. Et puis de Freud, bien sûr, mais c'est aussi. Mais ils se bouffent entre eux, en fait, avant de bouffer. C'est ça, du coup, parce que moi, j'aimerais bien. J'ai posé encore une question naïve, mais du point de vue de. Si on se passe d'un point de vue épistémologique, on se demande qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Je vais bien ou pas bien, je veux faire une psychothérapie, et admettons, moi je me dis, bon, quand même, la psychanalyse, malgré ce qu'en dit Sophie Robert, moi j'y crois, et surtout c'est très bien. Comment je distingue un bon d'un mauvais psychanalyste? Alors, le terme de croyance est tout à fait justifié parce qu'on est justement dans la croyance absolue. Il n'y a aucun repère concret. Il n'y a pas de bon psychanalyste. Oui. Ça n'existe pas un bon psychanalyste. Il n'y a pas de mauvais chasseur, quoi. Le bon chasseur et le mauvais chasseur. Ouais. Non, il y a des gens, si vous voulez, il y a des gens qui sont mal à l'aise. J'en ai rencontré. Malheureusement, ils ont refusé de témoigner devant la caméra. Mais je sais qu'il y a aussi des parents d'enfants autistes qui ont été sauvés par quelques psychanalystes. Hein. Ça existe. Bien. Donc, alors, c'est des gens qui n'ont pas acquis. Il y a des gens qui prennent des reculs par rapport au dogme de Freud et Lacan. Le problème, c'est qu'ils ne le crient pas sur les toits. Ils ne le disent pas franchement. Et certaines personnes vont avoir une attitude plus psychothérapeutique. Donc, s'il y a une écoute de la personne qui est en face, s'il n'y a pas recherché le contresens et les trucs bizarres et les pseudo-relations familiales qui auraient créé un trauma tellement violent qu'il aurait été laissé aucune trace, etc., on peut avoir affaire à des gens qui sont censés, ils sont extrêmement peu nombreux, ils ne sont pas du tout représentatifs
de la masse des psychanalystes, D'accord, ouais. il faut bien s'en rendre compte. Et ces gens-là, très rapidement, en fait, ils sortent du courant psychanalytique. Et quelques-uns, ils vont se dire psychanalyste parce que c'est un terme à la mode, mais en réalité, ils ne le sont plus forcément dans leur fort intérieur. Et je sais qu'un certain nombre d'entre eux font des démarches pour se former en psychothérapie à côté, avec d'autres courants de pensée, font des recherches en EMDR, en hypnothérapie, en toutes sortes de choses parce qu'ils ne peuvent pas non plus se satisfaire de ne rien apporter à leurs patients. Mais du point de vue du public, est-ce que c'est visible ça? Enfin, c'est des gens qui ont une démarche qui peut-être ils s'éloignent de la psychanalyse, mais peut-être qu'ils vont pas le crier sur les toits parce que en plus, ils sont très peu nombreux, ils sont pas représentatifs du tout. C'est-à-dire que est-ce qu'ils témoignent cela? C'est ceux qui ne sont plus psychanalystes, oui. quelque part. Il y en a qui existaient. Bon, j'invite les gens à découvrir les déconvertis de la psychanalyse. C'est aussi sur Dragon Bleu TV. Donc, les déconvertis de la psychanalyse, c'est un deuxième film que tu as fait. Celui-ci, par contre, est visionnable gratuitement directement. Il n'y a pas de VOD, ça coûte même pas le prix d'un café, ça coûte 0. C'est ça, il me semblait bien. Allez-y, donc on a des gens... On doit quand même se taper la pub avant. Hein. On a des gens qui, eux, ont été psychanalystes auparavant, dans leur vie, c'est ça, hein? Voilà. Pendant plusieurs décennies, et qui, les 3 psychanalystes lacaniens et un historien, donc Michael Borg-Jacobsen, qui n'était pas psychanalyste, mais qui a enseigné la psychanalyse un petit peu dans les années 70. Et les autres ont pratiqué, enseigné, donc Jacques Van Rillard, Jean-Pierre Ledru et Stuart Schneiderman. Et ils expliquent les circonstances de leur déconversion. Et ça, c'est très important, parce qu'en plus, c'est des monuments d'histoire. Stuart Schneiderman a été analysé par Lacan. Ils ont vraiment connu les glorieuses années des années 70, glorieuses entre guillemets. Sous l'égide de Jacques Lacan, la psychanalyse a vraiment fait une éruption énorme dans les hôpitaux, dans les cursus de psychiatrie, de psychologie, pour mais justement, bouleverser. Ces gens que tu as invités, alors je reviens à ma question, parce que je trouve que, je trouve bien ma question, je l'aime bien, d'un point de vue épistémologique. Qu'est-ce que eux auraient répondu? Enfin, je sais pas que tu parles pour eux, mais bon, si on leur demande à eux comment on distingue un bon psychanalyste d'un mauvais psychanalyste, est-ce qu'il y a une méthode? Parce qu'en science, juste pour dire un mot, en science, un bon chirurgien d'un mauvais chirurgien, on peut regarder les statistiques. D'ailleurs, c'est fait, tous les hôpitaux ont les stats de tout ce que font leurs médecins. Un chirurgien qui a tendance à faire des erreurs, on le repère et on est capable d'estimer si un qui suit telle ou telle méthode, parce qu'il y a différentes écoles dans la chirurgie, est meilleur qu'un autre. Voilà. Et tous les médecins et dans tous les métiers, on est capable d'avoir une grille de statistiques. On peut dire, voilà, telle méthode, elle est meilleure qu'une autre. Ça s'appelle la science. On est capable de mesurer l'efficacité des gens. On mesure même l'effet du vent. En psychanalyse, est-ce qu'on est capable de comparer l'école lacanienne, l'école freudienne, j'ai des bêtises, hein, mais et de voir quelle est l'école ou quelle est l'approche qui est la plus proche du réel, c'est un mot clé, réel, et voilà, comment on fait pour choisir un bon psychanalyste d'un mauvais psychanalyste? La science, c'est un mot tabou, c'est un mot que les psychanalystes disent, je les ai filmés, que c'est une religion, ils prennent un contre-pied. Ils le disent, ça. On peut avoir des croyances scientifiques, donc c'est une religion scientifique, et que de toute façon, tout ce qui se rapporte à l'esprit humain n'est pas évaluable, n'est pas quantifiable. Les psychanalystes que j'ai filmés qui sont psychiatres, même, ou psychologues, psychiatres, œuvrant dans des hôpitaux, disent on n'est pas là pour soigner les gens, c'est pas notre but, c'est parce qu'on demande un psychanalyste. Pour en temps revendiquer. Donc, si vous voulez, l'objectif, le meilleur moyen de ne pas répondre à la question, c'est de torpiller la question. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, c'est un non-sens. L'objectif d'une psychanalyste, c'est certainement pas de soigner les gens de la part d'un psychanalyste. Et c'est pour ça qu'il y a un hiatus avec les patients des psychanalystes qui vont quand même à départ pour aller mieux. Pour eux, c'est d'amener les gens à un questionnement permanent, perpétuel, et du moment qu'ils sont sur le divan puis qu'ils payent leur séance. Donc, du coup, la science, c'est pas leur problème, quoi. Voilà. Ce qui conditionne le changement de pratique de quelques très rares psychanalystes qui se posent des questions, qui finissent par aller voir ailleurs et changer de pratique vis-à-vis de leurs patients, et ce qui a conditionné la déconversion des personnes que j'ai interviewées, que j'ai citées tout à l'heure, c'est le fait de se rendre compte, d'apprendre qu'il y avait des vraies thérapies qui existaient à côté, et que par rapport à certains troubles spécifiques, on peut obtenir des résultats spectaculaires, les remettre les gens debout. Et ce sont des gens qui, dans leur fort intérieur, ne se sont jamais résolus à ne rien apporter à leurs patients.
et avait envie d'avoir revendiqué la démarche psychothérapeutique, la démarche de médecin, de soignant vis-à-vis des personnes qui venaient sur le divan. Et à un moment donné, vous ne pouvez pas à la fois être quelque part le prêtre d'une religion et quelqu'un qui va soigner, qui veut apporter un soulagement, une réponse aux questions qu'on leur pose et un soulagement à leur conscience. Bon, donc c'est ces éléments-là qui font qu'à un moment donné, ils sortent du mouvement. Mais moi, je suis très, très frustré par rapport à ma question de base. Je sais que c'est pas ta faute, mais du coup, on a différents groupuscules. Mais, même moi, je trouve que la question n'est pas forcément... c'est difficile d'y répondre. Non, mais je dis pas que c'est facile, mais justement, peut-être en prenant un angle différent. On sait qu'on a différents groupes psychanalytiques. Lorsqu'on a des grandes écoles en sciences, en géologie, etc., il y avait ceux qui étaient convaincus par la dérive des continents, d'autres non. Justement, tout ça, ce sont des sciences avec des effets qui sont observables, et justement, la psychanalyse, c'est ce qu'on explique depuis tout à l'heure, que ça n'en est pas. Et oui, c'est là où c'est... Oui, mais moi, je veux rester candide et leur accorder le bénéfice du doute. Je pense que ce sont des gens qui veulent avoir accès au réel. Moi, j'aurais juste une blague un peu cynique, hein, mais bon, après... Une blague cynique, elle est une blague cynique. Bah, je sais pas, le bon, c'est celui qui, justement, ne dit rien et qui attend que les choses se passent. Ouais, et puis celui, c'est celui qui te parle. Non, mais même celui qui parle, je veux dire, à un moment donné, quand les gens viennent voir un psy, quel qu'il soit, c'est qu'ils ont une souffrance, ils ont un problème. Alors, c'est juste un questionnement existentiel, des problèmes relationnels. Ça va, on peut espérer que le psychanalyste puisse ne pas faire trop de dégâts, mais la plupart du temps, les gens arrivent avec un vrai souci. Et le fait de ne pas apporter de réponse, même une personne qui serait pas mal, qui serait consciente de ses limites, le fait de ne pas avoir eu un équipement scientifique, de psychologie, de psychothérapie scientifique pour répondre à la question du patient, c'est quelque chose qui va l'enfermer dans sa souffrance. Donc c'est en ça que c'est dangereux. On est dans une démarche de soins. Voilà. Quand vous allez voir un psy, on est dans une démarche de soins. Donc il faut en face qu'il y ait quelqu'un qui ait des compétences spécifiques. Vous pouvez aggraver, par exemple, une phobie. Vous pouvez le fait d'amener les gens dans une démarche narcissique et passive par rapport à la problématique, ça peut créer des phobies, ça peut créer un certain nombre de troubles. Le fait de ne pas avoir une réponse adéquate par rapport à certains troubles, ça enfonce les gens. Il faut imaginer aussi tout le nombre de personnes qui ont des dépressions, qui ont des troubles bipolaires, masqués, pas forcément diagnostiqués, le nombre de personnes avec le syndrome d'Asperger qui sont sur le divan et qui ne savent pas qu'ils ont le syndrome d'Asperger. Ils ont évidemment une souffrance relationnelle. Ils vont voir des gens. Le fait de parler de soi, évidemment, ça ne les aidera jamais à prendre conscience de leur autisme, si c'est ça leur problème. Le diagnostic ne sera pas posé. Mais justement, pour revenir à ça, à ce besoin d'expertise, on a besoin d'avoir des gens qui se mettent à jour par rapport à ce qui est connu. La science se met à jour tous les jours, et on a dans les grandes disciplines, on a des colloques, des conférences, on a des gens qui viennent présenter leurs travaux, qui discutent. Est-ce qu'il existe des états généraux de la psychanalyse? Est-ce qu'on a des rencontres internationales, des gens qui viennent et qui échangent et qui disent voilà, j'ai découvert ça, on a fait des expériences scientifiques, on a testé. Voilà. Est-ce que les différentes écoles et groupes se parlent? Est-ce qu'on a un état de l'art en psychanalyse? Ils se font la guerre. Ils se sont simplement regroupés pour lutter contre l'ennemi commun parce qu'ils sont de plus en plus attaqués par les exigences sociales de soins et le monde réel, on va dire. Donc les psychanalystes font un peu moins la guerre ces dernières années, ils font plutôt front commun contre l'adversité. Mais il y a même, quand j'ai commencé mon travail sur la psychanalyse, ils faisaient des colloques pour arriver à se reparler ensemble, tellement c'était compliqué entre eux, c'est la guerre des proches. Et non, ils se moquent ils vont jamais dans l'école, ils parlent pas anglais, la plupart d'entre eux, ils se moquent des courants internationaux. De toute façon, pour eux, les psychanalystes freudiens, l'IPA, c'est des nuls, c'est des déviants, c'est des... Voilà. Et les psychologues, d'une manière globale, les psychologues et les psychiatres étrangers, quand ils font des colloques internationaux, ils disent, regarde, les psychanalystes ne sont jamais là. Enfin, je veux dire, et entre eux, de toute façon, ils avaient des grands courants freudiens, lacaniens, et transcourants, des associations qui forment des psychanalystes. Ils font leurs colloques entre eux, ils restent entre eux, et ils ne font pas il y a très peu de création d'idées nouvelles. Ils ne font que de l'explication de texte de Freud et Lacan. Et il y a très peu de théories nouvelles. De toute façon, c'est toujours basé sur cette poignée de concepts qui sont totalement indépassables et intangibles. Et qui n'ont jamais été mis en question. Mais enfin, du coup, je me fais un peu l'avocat de la partie adverse, c'est que tu nous as expliqué qu'on avait une sorte de noyautage
de la psychanalyse dans les milieux, à la fac et dans les hôpitaux. Et maintenant, tu me dis que c'est des gens qui ne parlent pas anglais, qui ne sont pas compétents et qui ne vont pas dans les colloques. Ah non, non, non. Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence? S'ils sont investis dans le monde scientifique français, ils ne sont pas incompétents, ils peuvent peut-être parler anglais. Enfin, comment t'expliques ce grand écart? Je vais vous donner un exemple. Pierre Delion, le professeur Pierre Delion, là, qui vient de prendre sa retraite, Ouais. qui est psychanalyste, mais chef du service psychiatrie de l'hôpital Fontan, donc grand promoteur du packing, hein, tous les parents d'enfants autistes de France et de Navarre. Donc, en tant que chef de service de gros service de CHU de la métropole lilloise, il était censé faire de la recherche, avoir des... Aujourd'hui, on ne peut pas avoir ce type de poste et ne pas être chercheur, participer à des cours de recherche, etc. Je ne me souviens plus, pardon, parce que je suis fiévreuse, je suis un peu fatiguée. Ça va aller. Tout se passe très très bien. Des sites sur internet où Plus on peut retrouver les pédigrés des chercheurs, des gens qui font de la recherche en France. Et vous avez toute la liste des articles de recherche, des publications qui sont cités. Et donc, je ne me souviens plus du nom. C'est plus même, non? Peut-être. J'avais regardé l'autre jour, il avait 9 articles. 9 articles en fin de carrière? Ah ouais, alors juste pour donner une idée aux gens, en fin de carrière, quand on est prof, c'est plus proche de 100 que de 9. Hein. Voilà. Ouais. Et sur ces 9 articles, il y en a la moitié qui sont dans des publications dans des revues de psychanalyse. Donc, c'est des publications qui ne se passent strictement rien en termes scientifiques. Oui, c'est pas des publications dans des revues, voilà, comme tu dis. D'accord. Donc, voilà. On peut faire carrière encore en France, mais ça, a priori, pardon, ça, c'est fini. A priori, je vais me faire encore l'avocat quand même de la démarche. On ne peut plus maintenant, j'imagine, j'espère. En tout cas, on peut enseigner aujourd'hui à l'université sans avoir aucun diplôme de psychologie ou de psychiatrie. On peut faire ça. On peut faire ça. Et bah, quand est-ce qu'ils m'embauchent alors? Lorsqu'on appartient à un courant de psychanalyse, on a tous les droits. Ils sont complètement hors la loi, ils sont complètement en dehors des clous. Et aujourd'hui, il y a des gens qui enseignent. Et alors déjà, même ceux qui ont des diplômes, de toute façon, ils me l'ont dit devant ma caméra, c'est partie de mon travail, ils me disent « Oui, je suis psychiatre, mais ce qui compte, c'est la psychanalyse. La psychiatrie, c'est pas bien. » Et puis, ils vont renier, mais avec une grande violence, la médecine et la démarche, leurs confrères psychiatres qui cherchent à soigner leurs patients. Tout en admettant... De toute façon, ils sont en dualité. Mais la plupart d'entre eux... Donc, le fait d'avoir un diplôme ne protège pas. En plus, je vous ai dit qu'aujourd'hui, les diplômes sont phagocytés par des psychanalystes. Comme ça, on a le serpent qui se mord la queue. Là, toute la boucle est bouclée. C'est-à-dire que sous couvert de psychologie clinique, psychopathologie du développement, vous avez des cours de psychanalyse et vous êtes censé faire semblant de croire à ces trucs-là pour avoir votre diplôme. Donc, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe nationale. C'est un enjeu de société majeur. Je voudrais juste revenir sur une petite chose. On s'est mis d'accord déjà dès le début pour dire que la psychanalyse, et c'est eux-mêmes qui le revendiquent, n'est pas là pour soigner les gens, mais pour comprendre, pour analyser ce qui se passe chez eux. Alors je suis un peu surpris du fait qu'ils rejettent les autres médecines qui, elles, prétendent soigner les gens, puisqu'au final, ce n'est même pas le même objet de recherche. Alors comment se fait-il qu'il y ait un tel désamour ? On est dans une logique de dualité. C'est vraiment toute la théorie psychanalytique est basée sur une dualité corps-esprit, une dualité permanente, inconscient-conscient, etc. Et quelle idée qui est enseignée aujourd'hui donc dans les facultés, que tout ce qui ressort de l'esprit n'aurait rien à voir avec le corps, avec le cerveau, ou et à contrario que tout ce qui ressort du corps serait en fait une émanation de l'esprit, etc. Et ça c'est très religieux comme approche. C'est complètement religieux, c'est complètement manichéen, c'est une espèce c'est complètement dogmatique. Et donc aujourd'hui, vous avez un patient, c'est très difficile d'expliquer à des gens qui sont censés être médecins qu'on peut être un patient avec des troubles neurodéveloppementaux ou psychiques, quels que soient, et avoir des problèmes somatiques, des vrais problèmes somatiques, et avoir, je sais pas, un cancer, des problèmes digestifs, n'importe quoi, et soigner son corps, même si on a un problème aussi. Ils veulent pas chercher une étiologie biologique, il faut forcément que le point de départ ce soit que psychologique. C'est la pure psychologie, complètement déconnectée du corps. D'accord. Ça tourne en rond, même quand des gens qui ont à la base des diplômes de médecin sont dans un rejet de la médecine. La logique, la culture psychanalytique et la théorie est dans un rejet total du soin et du vrai soin. Ils emploient ce mot à tire-larigot, mais en réalité il n'y a pas de soin, et de la médecine. Mais tu sais bien que les gens vont te répondre, quand même, c'est leur métier, ils savent mieux que toi ce qu'ils font. Comment est-ce que toi tu peux oser critiquer leur travail alors que tu n'es pas dans le métier? Voilà, j'imagine que c'est ce qu'ils vont répondre. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Ah, c'est dur, parce qu'a priori, voilà, nous on fait confiance, c'est leur métier.
Et si on ne peut pas faire confiance aux médecins qui font ça, c'est Non, à déjà, désespérer je de la pense que science. n'importe Et donc, quel- du coup, il faut aller vers les homéopathes, il faut aller vers les. Tu vois, enfin, c'est dangereux. Justement, c'est pas une science. Ouais, voilà. Ce qu'on peut répondre à ça, c'est qu'il y a quand même beaucoup de psychologues et de psychiatres, des courants, la psychologie, la psychiatrie, qui sont eux compétents et eux extrêmement humbles d'ailleurs, compétents. Ça va avec l'humilité et la recherche de résultats. Mhm. Donc ça fait 50 ans, 40 ans, 50 ans que la psychologie, la psychiatrie se développent et progressent, y compris en France, en dehors de la psychanalyse. Donc ça, c'est pas Sophie Robert. Moi, je suis qu'une passeuse de plat, hein. Un témoin par rapport à certaines choses. Et d'autre part, donc, quand on a affaire à des médecins, la médecine doit être créative, inventer des choses et puis se remettre en question. Et puis les médecins en permanence cherchent des nouveaux traitements et parfois ils se plantent. Mais à un moment donné, c'est l'amélioration ou la détérioration ou la stagnation de l'état du patient qui permet de déterminer après coup. Est-ce que j'ai raison d'aller dans telle direction? Est-ce qu'on doit essayer tel ou tel traitement? Et comment est-ce qu'on fait? Les psychanalystes refusent de se poser la question de l'amélioration de l'état de leurs patients. Ce serait pas possible, et lorsqu'il s'agit d'esprit, c'est pas possible. Et quand vous creusez, et j'ai creusé longtemps, de toute façon, ils reconnaissent très bien, on les a dans les écrits de Freud, et on a ça dans le discours de tas de gens, c'est que ça fait souvent ça détériore. Ah, bien sûr, il y a des tas de gens qui vont dire que c'est formidable, la crise m'a sauvé la vie, etc. Mais en réalité, il y a des tas de gens que ça a franchement déstructuré. Donc, mais à partir du moment où ils refusent qu'une analyse objective des résultats d'un patient, on n'est pas dans une démarche scientifique, on n'est pas dans une démarche médicale. Mais du coup, oui, mais enfin, le problème, c'est que comment on fait lorsqu'on n'est pas dans le métier comme nous, on prétend pas tout savoir. On sait ce que c'est que la démarche scientifique, mais bon, pour autant, le soin, c'est un métier particulier. Comment on fait pour faire comprendre aux gens ou enfin, c'est compliqué. On a un tel nombre de gens qui sont dans cette mouvance que soit on n'a pas compris quelque chose et ils ont raison, soit visiblement ils ont tort, peut-être, mais il y a un truc qui les empêche de se rendre compte. Comment on explique ça? Ouais, le truc, c'est l'influence, c'est le bénéfice, c'est l'influence sur la société, c'est un statut social extrêmement gratifiant, c'est des séances qui se payent en espèces, c'est l'accès par le biais des réseaux de psychanalystes à des postes universitaires, à des postes dans les établissements médico-sociaux et sanitaires. Donc c'est tout un réseau. Là, du coup, les gens, du coup, je vais encore être l'avocat, on va dire, mais ça, c'est un petit peu une théorie du complot. C'est un peu dire, voilà, les gens font ça par intérêt. Or, moi, je suis convaincu que, peut-être pas tous, mais la plupart d'entre eux sont de bonne foi. Là, je veux dire, il ne faut pas qu'on parte du principe qu'il y a... Je suis d'accord. Mais la plupart des gens se... Il ne faut pas attribuer aux gens une mauvaise intention au départ pour expliquer leur comportement. Je ne dis pas que c'est ce que tu fais, mais il faut éviter ça, parce que c'est ce dont on parlait il y a 15 jours dans l'émission sur la conspiration. C'est que dès l'instant qu'on parle des mauvaises intentions, on peut interpréter dans tous les sens. Donc je pense qu'il faut se garder de ça. Il y a peut-être d'autres moteurs, et moi je pense que c'est plutôt même dans la conception même des idées. Parce que les idées psychanalytiques, il me semble, dans les critiques qu'on peut leur formuler, c'est qu'elles sont auto-immunisées contre la critique. C'est un ensemble de choses. Oui. Il y a un phénomène sectaire, il y a un phénomène ça, idéologique. On en parle dans 5 minutes, ça. Voilà. D'accord, je parle d'anticiper. Il y a une idéologie et une vision fondamentaliste d'un certain nombre de dogmes qui sert une emprise sur la vie des gens et sur des réseaux, sur des réseaux professionnels, sociaux, etc. Mais là, va pas sans l'autre. Dans leur manière ça sert un pouvoir. Dans leur rhétorique, mais au-delà de ça, au-delà de l'aspect un peu sectaire qu'on va évoquer dans la troisième partie, avant qu'on en arrive là, moi, vraiment, dans la rhétorique qui m'intéresse, c'est que quand eux viennent justifier. Et si on part du principe qu'a priori, on va dire qu'ils sont de bonne foi, on ne va pas leur prêter de mauvaises intentions. Ils ont une rhétorique, et on se rend compte que, pour avoir parcouru un peu la manière dont ils répondent, à chaque fois, ils répondent avec des concepts qui contiennent leur propre négation. C'est-à-dire que le concept de l'inconscient, si tu commences à nier l'inconscient ou Oedipe ou quoi que ce soit, à chaque fois que tu veux nier un concept psychanalytique, à l'intérieur du concept, ils ont la réponse à sa négation. Oui, voilà. Il n'y a pas de preuve. Ils ne viennent pas avec une preuve, mais ils viennent avec un concept qui ne peut pas être nié. Mais c'est des raisonnements circulaires. Qui est irréfutable. Et ça, en soi, les gens sont innocents, mais dès l'instant qu'ils gobent l'idée, qu'ils la prennent chez eux, elle est dans leur crâne, comment est-ce qu'on la retire? Et c'est pas leur faute, à la rigueur, mais c'est des gens qui sont désarmés contre leurs propres idées. Oui, et puis un psychanalyste, c'est d'abord un patient. C'est ça, il faut se rendre compte. Voilà, ce sont des gens qui, au départ, étaient en souffrance. On avait commencé à en parler tout à l'heure, puis on avait dévié. Oui. C'est des gens qui ont une souffrance et qui se font piéger eux-mêmes
ils vont chercher une solution sur le divan, chez un psychanalyste ou un psy sans forcément savoir qu'il est psychanalyste, et finalement ils se retrouvent happés dans cette démarche qui les amène à ruminer en permanence un truc, à se créer des problèmes et à devenir dans la dépendance et un jour à devenir psychanalyste. Les analyses les plus longues sont les analyses de psychanalystes. Ils se mettent eux-mêmes, ils vivent cet état de sidération et de dépendance qui les amène à ne pas être en mesure de dépasser la pensée de leur analyste. Et il y a des conflits internes très très violents entre sociétés de psychanalystes parce que justement les moindres petites déviances par rapport à la pensée du maître, ça dégénère en guerre. Je revoyais les Tudors l'autre jour et j'avais l'impression de voir les guerres au XVIe siècle, l'acquisition entre les catholiques et les protestants, l'accusation d'hérésie. On est vraiment dans des situations... C'est des psychanalystes qui m'ont décrit plusieurs fois. Vous avez dans le cours de réunion une violence incroyable, des gens qui vont casser des tables et des chaises. Et ils sont... D'accord. Et ça, évidemment, en public, voilà. On n'est pas au courant de ça, on n'a pas accès à ça, on ne se rend pas compte les coulisses de la violence qu'il y a dedans. L'opacité la plus totale, dans l'emploi d'un jargon, d'un discours à double sens, et par le fait de répondre aux questions par d'autres questions. Un psychanalyste, c'est d'abord un générateur automatique de questions. Et donc, pour faire courir le furet, et qui influe dans l'esprit de son patient l'idée que tout a du sens, enfin, tout a du sens sauf ce qu'il exprime consciemment, en fait. C'est extrêmement pervers de la démarche. On voit ça dans toutes les théories et toutes les pseudosciences, tout a du sens. Et tout fait sens. Et conscient des patients, c'est ça. Par exemple, ce soir sur RMC TV, vous avez la révélation des pyramides qui passe, et juste après vous avez les Alien Theory, donc des trucs comme ça. Et la soirée zététique. Voilà, mais c'est clair. Et on doit recevoir normalement Jacques Grimaud, donc le monsieur qui est derrière le documentaire, le 5 février. Bon, il tarde un peu à répondre, je sais pas s'il a envie. Il dit qu'il a envie de débattre, mais d'après on a l'impression qu'après il veut plus, je sais pas. Enfin, je sais pas qu'il va vouloir, parce que nous on aimerait bien discuter. Et avec il y a beaucoup de personnes comme ça on leur donne des débits et tout fait sens. Et en psychanalyse, on a pareil, les gens disent des phrases, mais il faut comprendre autre chose que ce qu'il dit, mais tout fait sens quand même. Donc et c'est la grande force des théoriciens de tout et n'importe quoi, c'est que dans leur système, tout fait sens. Oui, mais il n'y a pas c'est une manière de dire, en fait, tout fait sens en prenant le contre-pied du discours du patient. Donc c'est une manière de ne jamais... Ah, ça a coupé. On n'a plus le son avec notre invité. Ce n'est pas de la censure. Ce n'est pas de la censure. Engager une discussion. Ah, tu es revenu, oui. Réelle. Et, excuse-moi, je ne veux pas être trop décousu, mais on avait commencé une discussion tout à l'heure par rapport à la théorie du complot. Et moi, je peux tout à fait comprendre, parce que tu sais, ça c'est lié, en fait. Ouais. Je peux tout à fait comprendre. Moi, je pense que si quelqu'un d'autre, si je ne savais pas ce que je sais, et que quelqu'un d'autre venait vers moi et me racontait ce que moi je suis en train de raconter, j'aurais franchement des doutes. Et c'est parfaitement légitime. Il faut avoir des doutes. Mais oui, et je peux vous dire que ça m'a pris des années. J'ai rencontré 52 à l'époque du mur, mais j'en ai rencontré bien d'autres depuis. Je veux dire, c'est seul un travail d'investigation approfondie, de recoupement approfondi peut déterminer ça. Et je n'aurais jamais imaginé qu'ils avaient aussi une telle influence dans l'audiovisuel. Oui. Que c'est pas des psychanalystes dans l'audiovisuel, mais le fait que pas mal de gens dans l'audiovisuel sont sur le divan. Ils sont pas sur le divan, on la trouve, ils sont sur le divan. Okay. C'est des trucs, quand on dit ça, ça fait vraiment théorie du complot, mais enfin, je me dis, mais non. Très bien, ça, on va en parler après. Là, on va faire notre deuxième pause musicale. Je me tourne vers Vled. Qui se tourne vers Loki, qui voulait lire quelque chose qui l'avait beaucoup amusé plus tôt. Loki veut lire quelque chose, c'est quoi? Oui, c'était une belle petite phrase de Anne-Neige Rinaldi. Demander à un patient d'évaluer sa psychanalyse, c'est comme lui demander de faire lui-même son bilan hépatique. C'est compliqué et c'est peut-être une mission pour les sociologues. Voilà, donc ce qui nous prouve que Loki sait lire. Mais Loki est très intelligent. Qui en doutait? Non. Qui est le salaud qui en doutait? Il le cache bien, mais il est intelligent. Donc, vilain. Oui, parce que je suis pas, si vous voulez, je suis pas complètement d'accord parce que, il y a une rhétorique. Un patient qui va voir un médecin pour quel que soit le problème, il peut évaluer son état s'il a réussi à être sur pied. Non, parce que le problème c'est que l'effet placebo est tel qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'on leur fait du bien alors qu'en fait on leur fait rien. Donc en effet, les gens ne peuvent pas. Il faut faire des mesures objectives. Il faut des études et elles sont faites.
Et les études prouvent que la psychanalyse, alors c'est pas qu'elle est inefficace, elle a un effet, mais c'est un effet qui n'est pas lié à ce que contient la théorie, qui est lié au fait que les gens parlent. Parler, c'est très bien. Donc venez parler, allez parler avec des amis, c'est mieux. C'est littéralement l'effet contextuel, donc c'est l'effet placebo. C'est ça. Ça peut être complètement faux. Et combien de gens se fabriquent des phobies, se fabriquent des inhibitions sociales, se fabriquent des gens qui sont inemployables, deviennent totalement intolérants et bardés de limites. Ils n'arrivent plus à faire deux pas sans leur psychanalyste. C'est fréquent, mais les gens sont formatés. Parce qu'ils attribuent le fait d'aller mieux ou pas plus mal à ça. Donc il faut qu'on s'arrête maintenant, parce qu'il faut vraiment qu'on fasse la pause pour qu'on ait une dernière partie qui ressemble à quelque chose. Donc Vlad, cette pause musicale. Eh bien cette pause musicale, c'est très très approprié parce que le morceau s'appelle Don't Say a Word de Sonata Arctica. Ne dis pas un mot. Ne dit pas un mot. Et ça parle d'une personne qui ne s'entend pas très très bien avec sa maman. Des problèmes de maman. Sur Radio Campus Lorraine. La psychanalyse est-elle une dérive sectaire? On y arrive, c'est la troisième partie de l'émission, donc on va attaquer un peu brutalement ce thème. Alors, on ne veut pas faire du buzz ou du rentre-dedans gratuitement. Je pense que le début de l'émission a montré qu'il y avait pas mal de questions qui se posaient sur la manière dont ça fonctionne, sur l'histoire de la discipline et sur ses conséquences. Ça ressemble beaucoup à une dérive sectaire. Alors, on ne veut pas dire que c'en est une, parce qu'en plus, une secte, il n'y a pas de définition consensuelle sur ce que c'est qu'une secte, quelles sont ses limites, c'est très compliqué comme concept. Donc on ne dit pas que la psychanalyse est une secte, et on ne dit pas que les psychanalystes sont des méchants, on ne dit pas que les gens qui les croient sont des crétins, hein, c'est très important. C'est très compliqué, très, très, très subtil, mais il y a dans la manière dont ça fonctionne, ça pose question, parce que comment on reconnaît une dérive sectaire? En général, il y a une influence psychologique, il y a une vision du monde qui s'affranchit de ce que la science peut raconter, il y a une emprise, et il y a un jeu de pouvoir. Et de toute évidence, les psychanalysés sont sous l'emprise du psychanalysant, parce qu'ils s'abreuvent à des concepts, etc., et qui leur impriment des choses. Donc bon, ayant dit cela, moi je me tourne vers Sophie. Moi j'ai beaucoup de questions, et ça fait des années que je me demande si la psychanalyse est oui ou non une secte, ou une dérive sectaire, et sur la question, tu as un avis qui rejoint la question qu'on se pose, et donc j'aimerais que tu nous expliques pourquoi ça serait une dérive sectaire. C'est une religion fondamentaliste, donc qui s'apparente à une secte. Et en fait, les organismes comme la Vinvilud ont bien identifié depuis une quinzaine d'années l'évolution des sectes les sectes en réseau, en fait, parce que quand on entend secte, on pense scientologie, Raël, en fait. Voyez, avec un gourou. Il y avait un gourou d'une manière pyramidale, d'autres sectes, etc. Et en fait, les sectes évoluent depuis longtemps maintenant en réseau, sous couvert de développement personnel, sous couvert de relations psy, parce que c'est un terrain spécifique à l'emprise d'un gourou oui, sur un patient, en fait. Et donc, au lieu d'avoir une personne qui va contrôler un certain nombre de dizaines, de centaines, de milliers de personnes, vous avez plein de gourous et plein de patients, en fait. Mais ça fonctionne en réseau, comme un réseau, comme le net. C'est un système. C'est plus les idées et les concepts qui imposent leur loi que les gens, en fait. Qui sont enfin, il y a des relations d'emprise très fortes entre un petit groupe de personnes, mais qui fonctionnent de manière transversale. Du coup, crevons quand même l'abcès d'emblée, parce que une dérive sectaire, etc., c'est pas un mot neutre, c'est quand même extrêmement fort, et il y a des gens que ça va choquer. Et on n'est pas là pour choquer les gens, mais il faut qu'il y ait un débat national sur ces questions. Mais du coup, il y a quand même un organisme qui existe qui s'appelle la Mivilude, qui est une mission ministérielle, tu l'as évoqué, et jusqu'à présent, elle donne des directives, elle fait une veille un peu sur le paysage intellectuel français, pour voir un peu, pour définir ce que c'est qu'une secte, et pour alerter les pouvoirs publics, pour dire attention, là, il y a risque de dérive, attention, là, il y a un risque de dérive. Et si la psychanalyse émarge aux critères qui font qu'une secte est une secte, comment ça se fait qu'elle n'a jamais été épinglée? Alors, je vais vous dire que Catherine Picard, qui est responsable de la députée responsable de l'UNADFI, qui est le comité
l'organisme de vigilance aussi contre les sectes qui travaille souvent avec la Miviludes, elle est parfaitement consciente que la psychanalyse est une secte. En ce qui concerne la Miviludes, ils ont mis un rapport qui permet d'identifier un certain nombre de points, le fait qu'on est dans une logique sectaire, si on perd l'indépendance, s'il y a des demandes financières exorbitantes, s'il y a tout un contexte dans une dizaine de points qui peuvent laisser penser à une emprise. Et tous ces points peuvent s'appliquer point par point à la psychanalyse. Et il se trouve que à chaque fois, ils en dédouanent la psychanalyse. Pourquoi ? Sans se justifier, en disant qu'à partir du moment où un psychanalyste est inscrit dans une association de psychanalystes ayant pignon sur rue, il ne peut pas être pris en compte, il ne peut pas être considéré comme parce qu'il est dans le réseau susceptible de dérive sectaire, alors que tous les points qui sont soulevés par des rapports de la Miviludes, et ils font un travail remarquable depuis 2001, s'appliquent point par point à la psychanalyse. Voilà, il n'y a pas de débat du coup sur ces questions-là. En même temps, c'est pas très expliqué ni crédible la manière dont ils en dédouanent les psychanalystes. Donc la Miviludes ne fait pas bien son travail par rapport à la psychanalyse, a priori. Il y a un problème de transparence il y a un travail qui est bien, qui est très bien fait, mais qui n'est pas porté jusqu'au bout. Il y a des conclusions qui ne sont pas tirées jusqu'à leur terme. Mais du coup, j'ai quand même une réaction du public qui a réagi au mot religion que tu as prononcé. C'est quand même la psychanalyse, on ne peut pas dire qu'elle fasse bon ménage avec la religion. Il y a quand même, je pense, un désamour entre les deux. Et donc la personne dit, bon, parler de secte, je peux entendre, mais religion. Est-ce que c'est un bon mot ou est-ce qu'on oublie le mot religion ? Si on considère que la religion, il y a forcément un rappel à Dieu, effectivement, la psychanalyse n'est pas une religion, c'est plutôt dans le terme de fondamentaliste. Fondamentaliste et le fait qu'il y ait une parole sacrée et un dogme, c'est ça. Croyantes qui se réfèrent à des textes des sacrés, à une certaine vision qui n'est pas scientifique du monde, mais qui ont une liberté intérieure, une liberté personnelle par rapport à ces textes. Et dès lors qu'ils ont une liberté, une distance par rapport à ces textes, ils ne sont pas dans une logique sectaire. On entre dans une logique sectaire, on est dans une religion dès lors qu'on a une lecture fondamentaliste, dogmatique. C'est écrit comme ça, c'est mot à mot, la terre à 6000 ans, elle est plate, etc. Et si c'est écrit comme ci, comme ça dans le Coran ou dans je ne sais pas où, alors ça doit être exactement pareil. Là, on est dans une logique sectaire, si vous voulez. C'est la différence. Et les psychanalystes, tant qu'ils sont capables de débattre de leurs propres idées et d'assumer que d'autres personnes ne sont pas d'accord avec eux, oui. Moi, je pensais que c'était ça la psychanalyse au départ de mon travail. J'avais envie d'en débattre avec eux justement. Ce serait pas sectaire. Mais là aujourd'hui, le problème c'est que on est vraiment dans une logique indépassable. Aujourd'hui, un jeune psychanalyste qui remet en question la théorie sexuelle, qui remet en question le concept de dipte, qui remet en question les notions de conclusion du nom du père, et s'il le fait officiellement, ouvertement, il se fait exclure de ces courants. Il n'a aucune chance d'être adoubé par ses pairs pour devenir psychanalyste officiel de l'école, machin, qui va lui permettre d'avoir des patients et des places en institution. Ça ressemble à la théologie. De gagner sa vie. C'est très dogmatique. Ouais. Bah oui, d'autant qu'il y a une dimension spirituelle, il y a une dimension quasi spirituelle avec cette idée d'inconscient et de choses qui sont supracorporelles, qui est aussi, je trouve, rattachable à l'idée de religion. Dans une relation de dépendance et d'influence très forte. C'est pour ça que les psychanalystes refusent catégoriquement qu'il puisse y avoir un titre de psychanalyste décerné par des études, par un cursus universitaire ou autre, parce que ça voudrait dire que c'est conscientisé quelque part. Et d'un point de vue d'un psychanalyste, seul l'exercice du divan, seule la pratique du divan, faire une analyse, permet in fine, à partir d'un certain nombre d'années et la vérification que ce n'est pas déviant par rapport à l'enseignement de Freud et de Lacan, permet de former un psychanalyste. Donc c'est un travail, on va dire, inconscient au sens d'inconscient psychanalytique. Ouais. C'est pas le vrai inconscient, c'est l'inconscient au sens freud-lacanien du terme, qui peut fabriquer un psychanalyste. Et c'est logique de leur point de vue, c'est parfaitement logique en fait. Il faut être formaté, il faut être sans la dépendance de la sidération, il faut être formaté pour admettre au bout d'un certain temps que la terre est plate, que la femme est un homme raté, que un enfant est substitut du phallus maternel, que toutes les mères ont cherché à détruire leur enfant, bref. Juste pour revenir, le complexe d'Oedipe, etc., machin, c'est un concept qui n'a rien de scientifique. Il faut arrêter de nous balancer dans les dents. La science réfute ça. Enfin,
Même pas, c'est irréfutable. Depuis très très longtemps, Donc, c'est le grand n'importe quoi. Il faut oublier le concept de libre, ça n'explique rien. C'est archi faux. Les psychanalystes s'appuient sur le dégoût de l'inceste, en fait, pour affirmer que s'il y a un dégoût de l'inceste, il n'y a qu'un désir, on aurait chacun un désir de s'unir avec le parent du sexe opposé. D'autant que c'est nier le fait que l'inceste est un tabou universel dans la nature. Exactement. C'est complètement... Freud et Lacan le croyaient, et Claude Lévi-Strauss aussi, s'appuyant cela sur les travaux de Claude Lévi-Strauss, qui a écrit, qui d'ailleurs a une chaire au Collège de France, basée sur les théories élémentaires les structures élémentaires de la parenté, et donc sur le concept que seul l'échange des femmes entre hommes comme des marchandises, selon les propres termes de Claude Lévi-Strauss, a permis à l'espèce humaine, donc une société fortement patriarcale, de l'origine, d'après Claude Lévi-Strauss, d'échapper à l'inceste, en échangeant les femmes entre hommes, d'échapper à l'inceste. Et que ce serait cette structure primordiale serait le propre de l'organisation patriarcale humaine, et aurait, par une espèce de truc magique, une espèce de collage magique, fait que le cerveau se serait développé pour devenir un cerveau humain. Alors, pour dire à quel point c'est stupide, chez le chimpanzé, on retrouve cette migration des femelles hors des clans pour aller vers les autres. Donc, voilà. C'est un truc qui est pas universel, mais qu'on retrouve dans la famille des primates. Et ADN à l'appui, c'est pas seulement l'observation, parce qu'à un moment donné, les bestioles, c'est ADN à l'appui, qui se reproduit avec quoi, etc. Que l'évitement, la nature a horreur de l'inceste. Si nous évitons l'inceste, c'est parce que nous sommes des animaux sociaux et nous fonctionnons en cela comme tous les autres animaux sociaux. Et la nature a horreur de l'inceste, et ça n'existe pas seulement chez les grosses bestioles, mais également chez les petites bestioles. Évidemment, les animaux dénaturés, les animaux qui sont domestiqués vont faire n'importe quoi. Il ne faut pas se baser sur le comportement des bœufs et des vaches, et des taureaux et des vaches, des animaux des fermes, pour se baser sur les animaux domestiqués se font n'importe quoi, mais comme un certain nombre d'humains, il faut le reconnaître. Par contre, à l'état de nature, sinon il y a un certain nombre de mécanismes à la fois biochimiques et comportementaux qui font cours à l'évitement de l'inceste. D'accord. Donc pour revenir juste c'est faux. Ouais, c'est faux déjà. Mais pour revenir sur le côté un peu réponse critique qui était l'angle de l'émission, c'est une bonne question à se poser. Comment quelqu'un répond aux questions pour voir s'il est dans une démarche d'une part honnête, intellectuellement valide et scientifique. La manière dont la psychanalyse répond aux questions, et ça c'est par rapport à toi, comment tu l'as vécu. Tu as dit qu'il n'y avait pas de réponse par rapport au contenu, par rapport aux arguments. Quelle était la forme de la réponse, je veux dire, de la part des défenseurs, mais de la part des professionnels? Est-ce qu'il y a eu des réponses de corps? Est-ce qu'il y a eu des choses un peu structurées, un peu coordonnées dans la manière de répondre? Et est-ce qu'il y a eu des choses du type de la rumeur, de la diffamation, de l'attaque ad hominem, voilà, dans le type de réponse? Parce que ça informe sur la manière dont eux se voient en tant que victimes, souvent. Ils ne savent que faire que cela. Il y a eu des attaques ad hominem. Il y a eu, à minima, des gens qui ont contesté la représentativité des psychanalystes que j'ai interviewés. Voilà, c'est la terre est plate, au contraire, ce sont des noms prédigrés. Et au-delà de ça, ils ont refusé de discuter, d'objectiver, d'échanger sur le discours des psychanalystes, en sachant qu'un certain nombre de personnes ont dit bon, je ne vois pas où est le problème avec le mur, parce que de toute façon, on le sait depuis longtemps, ça fait partie de nos théories. Il y a des psychanalystes que j'ai interviewés qui m'ont écrit, qui sont très fiers du film, sont très contents du film, donc il ne faut pas... ça leur va pour eux, voilà, tout est normal. C'est une justification de quelques personnes qui m'ont poursuivi en justice, et surtout qui ont essayé d'allumer un contre-feu pour éteindre le scandale suscité par le film, et le fait qu'il a eu pour réaction que des tas de parents d'enfants autistes ont retiré leurs gamins des institutions dans lesquelles ils végétaient depuis des années. Voilà. Donc les réactions, c'est des attaques ad hominem. C'est considérer que si je critique la psychanalyse, moi, je critique même pas la psychanalyse. Moi, je veux simplement la révéler, objectiver le discours des psychanalystes, parce que c'est intéressant pour les débats d'idées. C'est vrai que nous, là, on la critique un peu ce soir. Il faut reconnaître, on la critique. Problème psychologique, que je serais une frustrée de la psychanalyse, que les gens qui en posent des problèmes, c'est eux qui ont des problèmes. Hop, on fait une pirouette et tout va mieux pour le mieux. De mémoire. Et je crois que c'était Rodinesco, par rapport à Onfray et par rapport aux auteurs du livre honneur de la psychanalyse, que je vous conseille à tout le monde, la critique a été « Ces gens sont des antisémites ». Oui. Alors ça, c'est des critiques qui sont spécifiques, qui étaient
que Freud avait déjà exprimé à une époque par rapport à ça pour se défendre. Mais c'est surtout été remis au goût du jour par Elisabeth Roudinesco elle-même, dans son côté gardienne du temple de la psychanalyse, et elle prétend que en fait les gens qui sont des historiens critiques de la psychanalyse seraient des antisémites refoulés, voilà. Pourquoi tous les psychanalystes sont juifs? Non, mais Freud était juif, tu comprends. Si tu critiques une théorie juive, faite par un juif, donc elle est juive, donc t'es antisémite. Connard. C'est un peu ça. C'est une insulte. C'est une insulte aux victimes de la Shoah. C'est ignoble. Oui. Ils instrumentalisent une haine qui existe dans la population de manière. Et l'accuser des juifs d'être antisémites aussi. Bien sûr, oui, c'est fou. Bon, voilà. Non, c'est une insulte parce que l'antisémitisme, c'est pas quelque chose d'inconscient, c'est pas quelque chose de larvé, c'est quelque chose de très conscient. Et c'est créé c'est très réel, très concret, très conscient. Ouais. Et ça torture et ça tue. Donc dire que des gens ont un comportement, auraient des choses antisémites larvées, c'est monstrueux, quoi. Et c'est aussi. Mais ça montre bien qu'ils sont obligés de s'attaquer à ce qu'ils croient être les motivations des gens, plutôt que s'intéresser à ce que les gens disent et à répondre sur les faits. Et ça, c'est très révélateur. C'est vraiment une pensée, pour le coup, sectaire. Et puis, on s'attaque à la... Si tu dis ça, c'est que tu es méchant, c'est que tu m'en veux, parce que voilà, au lieu de répondre vraiment à pourquoi, au contenu de ce qui est dit. Et ça, j'invite tout le monde à regarder la manière dont il répond. Française, très influencée par le catholicisme, romain. C'est ça qui est terrible, et elle le sait parfaitement en tant qu'historienne, Elisabeth Roudinesco. C'est le truc, c'est qu'il y a les psychanalystes aussi qui le reconnaissent eux-mêmes, que la psychanalyse en France ne serait rien sans Jacques Lacan. C'est vraiment, même s'il y a d'autres freudiens, c'est quand même très important, et il y a dans ses innovations aussi par rapport à Freud, etc. Et en fait, il a plaqué le discours du catholicisme romain dans la théorie psychanalytique. Et ça, le fait d'accuser les gens d'être antisémites, on oublie que Lacan a créé son école avec des jésuites, qu'il y a un grand nombre de psychanalystes qui ont entre 60 et 70 ans aujourd'hui, qui en fait sont d'anciens séminaristes. À l'époque où la psychanalyse a vraiment déferlé en France, dans les fins des années 70, il y a énormément de personnes qui se destinaient à la prêtrise, qui ont fait un peu divan pour... peut-être se mettre les idées en ordre avant de sauter dans le grand bain, et qui finalement ont abandonné l'église et sont devenus psychanalystes. C'est marrant ça, apparemment les gens qui sont séduits par une carrière dans la religion trouvent ce qu'ils cherchent dans la psychanalyse. Oui, intéressant. Les théories... Je sais pas, il faut bien connaître l'esprit des gens pour bien les manipuler. Une vision de la sexualité comme fondamentalement perverse, quelque chose qui pose problème, de la femme comme quelque chose qui pose problème. Il y a d'innombrables... Dans la théorie psychanalytique, la femme, le problème féminin, de la sexualité féminine est motrice de toute la pathologie, de toute la clinique. C'est quelque chose de dominant, quoi. C'est ce que j'ai découvert en faisant mes travaux. Mais du coup, pardon, ce que tu dis, on a quand même Roudinesco, qui est la grande prêtresse en France du truc, c'est une femme. Donc on pourrait te dire, mais c'est totalement faux, puisque la preuve, la plus grande défenseresse de Freud et de ses théories, c'est une femme. Enfin, voyons, si c'était une théorie à ce point misogyne, est-ce qu'une femme prendrait la défense? Qu'est-ce qu'on répond à ça? Malheureusement, le fait d'être une femme ne protège pas contre la misogynie, pas plus que le fait d'être un homme ne protège de son complément. J'ai pas en tête, il y a l'exemple d'une femme en France, femme politique, qui était farouchement opposée aux droits pour les femmes et qui prenait la parole pour le dire. Et voilà. Ça existe. Ça existe. Ouais. Il y a plein de femmes qui sont mais c'est le propre du lavage de cerveau et la manipulation mentale. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique dans un certain nombre de comportements. Les gens sont en souffrance, et les psychanalystes se vivent comme des hommes ratés, se vivent comme des individus. Elles sont complètement déconnectées de leur corps. Mais pour redire un mot sur la méthode et essayer de décrypter un peu comment ça marche, tu m'avais raconté, ce qu'on a préparé un peu l'émission avant, tu m'as expliqué que quand tu as évoqué cette idée que la psychanalyse marchait un peu comme une secte, il y a eu comme un début de rumeur en ce qui te concerne. Apparemment mis en scène par... à me faire traiter d'antisémite.
Ouais. Donc je les attendais en tournant. Et puis en fait Pas du surtout des propos qui sont portés par Elisabeth Rovinesco, et elle a été muselée par le procès que lui a fait simultanément au mien l'école de la cause freudienne, enfin Jacques-Alain Miller. Et par contre, ils ont essayé, au moment où moi j'ai commencé à dire dans les médias, enfin voilà, je veux qu'il y ait un débat national là-dessus, voilà, c'est une secte. Ils ont essayé d'implanter une rumeur comme quoi j'étais scientologue. Alors, je te pose la question, est-ce que tu es scientologue? Dans l'autre sens. Est-ce que tu es scientologue? Évidemment non. Non, Toutes voilà. les sectes. Comme ça on sait, merci. Les sectes sont également malfaisantes, la scientologie comme la psychanalyse. D'accord, donc Il faut les combattre toutes. nous sommes d'accord. Mais du coup, il y a une manière de répondre qui n'est jamais sur le terrain des faits. Elles combattent Oui. le même créneau, elles sont sur le même créneau, le même terrain. Oui, elles se tirent la bourre. Psychologisantes elles chassent sur le même terrain. C'est très important de le dire parce qu'il y a des scientologues qui ont essayé de récupérer à un moment donné les critiques contre la psychanalyse et qui émettent parfois des critiques contre la psychanalyse et les dérives de la psychiatrie, mais pas pour y substituer un discours cohérent, sensé, médical, mais simplement pour récupérer les patients. C'est une question de business, hein, c'est un marché. Ils chassent sur le même marché. Mais on sait Ça veut que dire qu'ils manipulent les gens pour malfaisant. récupérer des adeptes? Ça alors? La scientologie fait ça? Non. Exactement. Oh non, Non, c'est c'est des pas gens, leur genre, voyons. des gens de honnêtes. toute façon, c'est- on sait très bien qu'il y a des perméabilités dans les différentes addictions. Dans le fil des discussions sur des commentaires en fait sur les réseaux sociaux à l'époque du moment de la flambée avec le mur et l'ascension, etc. Ouais. C'était une manière extrêmement perfide de balancer comme ça un mot, de m'associer à la scientologie, mais sans affirmer Sophie Robert est scientologue, mais en disant tiens, comme par hasard, tiens, ceci, en faisant, Comme par hasard. voilà, D'accord. établir une rumeur. Alors ça n'a pas vraiment pris quand même, mais c'était un peu énorme, mais il y a quand même à plusieurs reprises, à 2 reprises, j'étais obligée quand même de faire un démenti. Donc voilà, c'est terrible. Donc, encore une fois, on a des gens qui se défendent C'est plus en attaquant par la J'étais rumeur. à la solde des labos. À la solde des quoi? À la solde des labos. Big Des Pharma. labos Big Pharma, d'accord. L'autre credo Oui, des psychanalystes. Parce qu'évidemment, Si vous n'êtes pas d'accord avec les psychanalystes, c'est que vous êtes à la solde des tu es labos. pour les psychotropes, Alors, tu es pour les parce que- médicaments, tu es pour la psychiatrisation, tu es Voilà. pour qu'on enferme les gens, c'est ça. Je profite c'est pour l'un dire ou aux l'autre, labos que s'ils veulent me donner des sous pour faire des films utiles à l'intérêt général, je serais bien pour, mais je pense qu'ils seront contre. Mais Je comme rigole parce que je serais enfin bref, c'est n'importe quoi. Mais... De toute façon, quand on travaille avec une éthique convenable et qu'on est transparent sur les sources de financement, a priori, on peut travailler et on peut être honnête. Il y a bien quelqu'un qui a été financé par l'industrie du pétrole pour montrer que le climat ne changeait pas et qui a conclu que le climat changeait. Et du coup, cet employeur n'était pas content, mais il a quand même conclu par rapport aux faits et par rapport aux données. Donc on peut travailler honnêtement en étant financé par des gens qui, a priori, ont des intérêts. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. malheureusement, oui, c'est mieux. Ni par les labos. Voilà, bon, ça c'est autre chose. Mais du coup, encore une fois, par rapport à la rhétorique qu'ils mettent en place, quand on a préparé ça, tu as lâché le mot que moi je trouvais un peu fort, mais du coup, si tu le dis, c'est que tu as de quoi le justifier. Je dis que la manière dont ils avaient réagi, donc au-delà de la victimisation, ils se placent en victime, et voilà, parce que tout le monde est méchant, des grands critiques. En plus, apparemment, il y aurait un caractère sociopathe dans la manière dont ils répondent. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi est-ce que ce serait sociopathe la manière dont ils répondent aux critiques? Parce qu'ils développent une paranoïa et une violence et une asocialisation. La pratique psychanalytique développe une asocialisation et les gens sont imprégnés d'une idée que le problème c'est l'autre et qu'ils sont dans une problématique de rejet de la science et de rejet de tout ce qui est de la demande sociale, en fait, du vivre ensemble. Il y a un rejet de l'autre, rejet du vivre ensemble, rejet de toute critique. C'est un discours qui consiste à combattre, à retourner les questions dans l'autre sens, à ne jamais... il y a une espèce d'imperméabilité vis-à-vis de la moindre culpabilité. C'est de manière systématique, en bloc. Et de manière organisée et coordonnée, c'est ça? Organisée, coordonnée... des gens qui se détestent entre eux, se coordonnent de manière extrêmement efficace pour refuser toute critique, toute remise en question du dogme. Mais ce sont des victimes de ça, c'est ça qui est terrible. Oui, ils sont eux-mêmes victimes de ce schéma-là, ils ont eux-mêmes été formatés. Après, quelle est la responsabilité individuelle C'est compliqué, ouais.
C'est compliqué, hein, C'est un vaste important de le débat. dire. Hein. C'est important de dire Il y a un peu des deux, mais ils sont aussi des victimes à la base. On n'est pas là pour dire que les gens On est, sont dans, méchants. on est dans un cercle vicieux à partir du moment où on est dans la pensée unique. Et c'est pas seulement par rapport à la psychanalyse en France, c'est toujours la pensée unique. Quand quelqu'un fait un truc, tout le monde va faire la même chose. C'est terrible ça. Il n'y a pas de conscience qu'on puisse coexister avec des pensées différentes. Le problème, c'est pas tellement la psychanalyse en France, il y a les demi-sexes, c'est son désir d'omnipotence, c'est le fait qu'ils aient fait main basse sur la psychiatrie, main basse sur le médico-social, main basse sur les universités de psychologie. C'est un train qui déraille et qui n'arrête pas de dérailler. Ils sont potents et c'est extrêmement compliqué. Ça, heureusement, de moins en moins. Il y a clairement une volonté hégémonique. Et pour le coup, voilà, quand même c'est pas le rejet de la science, le rejet de données objectives, le rejet de prendre en compte le discours de l'autre. Et moi, j'ai envie d'inviter les gens qui nous écoutent à être sceptiques, parce que là, la thèse que tu présentes et qui est convaincante, c'est quand même une thèse qui... On dénonce quelque chose qui ressemble à un complot. S'il y a un complot qui existe, si ça existe, non mais pour dire à quoi ça ressemble vu dehors, d'abord, les complots ça existe, donc c'est pas un problème, mais le fait est que s'il y a un complot quelque part, et si ce que tu dis est vrai, là pour le coup c'en est un pour de vrai. Et ça veut pas dire, ça montre bien qu'on peut avoir un complot sans être que conspirateur. Ça peut être le résultat d'un système. On a un système de pensée qui manipule les gens presque à leur insu, et eux-mêmes après se manipulent, et ça existe. Donc est-ce qu'on est dans ce cas-là? On va pas s'avancer là, on n'est pas là pour te donner une vérité, on est là pour te donner la parole et voir comment y répondre. Mais la manière dont eux, on les voit répondre aux critiques, ça ressemble furieusement à quelque chose qui ressemble à ça. Donc, à tout le moins, on peut tirer toutes les sirènes d'alarme, ça ressemble beaucoup à une dérive sectaire, ça ressemble beaucoup à un système de pensée qui est complètement anti-scientifique. Et vu que c'est l'heure de conclure, je m'arrête là-dessus. Si tu veux revenir sur une idée... important. Quel est l'élément important qu'il ne faut pas qu'on rate ce soir? Voilà, quand on dit complot, ça suppose qu'il y a une anticipation, que quelqu'un a décidé on va faire ça. Et ça, non, les psychanalystes, ils sont pas réunis pour dire, j'ai aucun élément, moi, qui me permet de dire on va faire ça, on va faire un hold-up sur la psychiatrie, on va faire un hold-up sur la psychiatrie, on va entrer en masse dans l'université. Non, ça s'est fait comme ça, en fait. Il n'y a pas besoin d'imaginer ou de supposer qu'il y ait une volonté collective ou d'un groupe de personnes de faire un truc. Ça n'a pas existé. Très bien. Mais c'est beaucoup plus simple que ça. La psychanalyse, faire une psychanalyse, ça coûte très cher. Ça doit se payer en espèces. Et il y a une corrélation, ça fait aussi dans la logique sectaire, le rapport délirant à l'argent et le fait qu'il y aura une corrélation directe entre l'investissement de la personne et l'efficacité de la cure et le plus d'argent on donne. Il faut vraiment y laisser un bras, une chemise et deux jambes pour que éventuellement, ça vous apporte quelque chose. Et donc, ça s'adresse à des personnes qui sont fatalement incluses, qui sont riches dans la société, qui sont fatalement des CSP+, majoritairement. Et donc, la psychanalyse formate et forme des gens qui sont inclus dans la société. Oui, c'est un système. Pour l'anecdote... Et c'est comme ça, c'est à travers ce mécanisme très simple qu'au fil des décennies, elle a réussi à s'implanter dans tous les cercles de pouvoir, dans le sanitaire et dans le médico-social, mais également dans les sciences, dans plein d'endroits. Qu'aujourd'hui, vous avez énormément de journalistes qui sont sur le divan, vous avez énormément d'hommes politiques qui sont sur le divan, vous avez énormément de magistrats sur le divan. Ils ne sont pas tous, heureusement, il y a quand même pas mal de gens, puis il y a quand même d'autres courants qui existent, qui perdurent, etc. Les choses évoluent quand même, mais on est dans une situation qui est quand même... Il y a une dynamique qui est inquiétante. Une dynamique qui est très problématique sur le plan social. Tu voulais dire un truc? Débat Vlad veut parler, mais comme il est loin de ton micro, tu l'entends pas. Oui. Non, c'est simplement pour l'anecdote, parce que c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup là. Cette histoire de rapport à l'argent, du fait qu'il y a une corrélation directe entre le don d'argent, le sacrifice qu'on fait soi-même de moyens qu'on a, et la guérison. J'ai rencontré ça dans un autre domaine, c'est très con. Les sectes. Pas les sectes, non. Un peu, la magie. Oui. Une personne qui m'a... De toute façon, c'est de la pensée magique. Bien sûr, une personne qui m'a sorti que j'avais été victime d'un sortilège et que ça expliquait tous les malheurs que j'avais sur moi et qui, quand je lui ai dit pour qu'elle me fiche la paix, c'est-à-dire que non, j'ai pas trop des masses d'argent pour ça. Elle m'a dit non mais c'est pas une question de... C'est pas une question de montant d'argent que tu me donnes, c'est la quantité. Il faut que ce soit sacrificiel pour toi. Et voilà. C'est pas le montant, c'est la quantité. C'est beau ça. La mécanique de la psychanalyse, elle n'est pas unique en soi. Elle ressemble beaucoup à d'autres dynamiques de manipulation mentale ou de systèmes. Pensée magique totale, oui, c'est ce qu'on disait. Où les idées deviennent des parasites qui vont téléguider les gens. Et c'est pas des gens stupides, hein, c'est des gens normaux, mais les idées sont puissantes.
C'est ça le truc. Ça a des effets déstructurants, puis en plus la pratique de l'association libre, le fait d'être formaté à ne plus accorder de foi à ses affects. C'est ça, oui. Et à sa pensée consciente, c'est très déstructurant. Le fait d'être dans l'association libre permanente, de chercher le sens caché de chaque truc, ça enferme les gens de manière complètement délirante. Et ça crée des sociopathes. Les gens sont formatés pendant des années et ça les rend dysfonctionnants. Et ils n'arrivent plus à tolérer que les gens qui pensent comme eux, qui sont dans la même mouvance, mais qui sont en guerre contre le monde extérieur, qui vient agresser leurs propres convictions. Voilà. Et donc, plus leurs convictions sont agressées par l'évolution des sciences et l'évolution de la société, plus ils sont dans une revendication fondamentaliste de leur dogme. D'accord. C'est ça qu'on observe et ça crée des troubles à l'ordre social phénoménaux dans la prise en charge du handicap, notamment dans l'autisme, mais bien au-delà de l'autisme, ça crée des troubles incroyables dans le sanitaire, en psychiatrie, ça crée des choses ça a des conséquences graves et il faudra que tôt ou tard il y ait un débat social public sur cette question. Merci Sophie. Oui. On a un peu fini. Merci. Alors juste 2 mots pour vous dire que c'est la dernière émission de l'année 2015, donc on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On va revenir, normalement ça sera je ne sais plus si c'est le 12 ou le 15 janvier, ce sera un mardi de janvier RFI, ce sera le 12. Le 12 avec un invité qui sera Guillaume Lecointre, professeur, donc l'un des directeurs du Muséum d'histoire naturelle, donc quelqu'un... quelqu'un qui est une pointure. Qui par ailleurs pète le swag. Et qui va nous parler, on va évoquer ce que c'est que le scientisme. Donc voilà, pour revenir un peu sur... C'est quoi le scientisme? C'est ces gens qui ne jurent que par la science et qui sont arrogants, etc. Ces accusations qu'on reçoit environ 3 fois par semaine. Et on va voir avec lui que le scientisme n'est pas forcément là où on croit qu'il est. Je fais pas de la lèche, mais je vais faire justement à Mandax un joli bouquin de Monsieur Lecointre, voilà, qui est juste une des références, en tout cas en France et même dans le monde, au niveau de la théorie d'évolution. Parce que pour Noël, on s'offre des livres de science parce que nos vies sont tristes. Voilà, voilà. Et on aura d'autres invités, donc j'ai pas la liste complète, on parlera d'astrologie, on parlera de la révélation des pyramides. Avec ou sans Monsieur Grimaud, s'il répond présent, il sera là. Sinon, on fera ça sans lui avec d'autres gens très intéressants. On aura le faussailleur de films, on aura, on aura peut-être Micmac également. On aura plein de gens, youtubeurs ou scientifiques, qui viendront pour discuter d'un peu de tout et n'importe quoi en 2016. Youtubeurs et scientifiques, s'il te plaît. Voilà, les deux, et parfois d'une seule personne. On reparlera peut-être de la psychanalyse avec Sophie ou d'autres si le sujet vous intéresse et les intéresse. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Merci à Sidney pour la technique. Ce fut un plaisir, comme d'habitude, de vous héberger sur les ondes de Radio Campus Lorraine. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Loki, Vlad, Sophie, un mot de la fin. Poulpe. Poulpe. Phallus. Phallus, ça s'impose. Et Sophie, un mot de la fin. Phallus, c'est le patou. Appel à contribution. Suite de mon travail sur la psychanalyse, vous saurez tout sur la théorie sexuelle. Bienvenue dans la 5e dimension. Et je vous renvoie à Dragon Bleu TV, www.dragonbleutv.com. Vous aurez toutes les informations. TV, et pour avoir ce sera la suite du mur. Et les liens seront dans la description de la vidéo. En perspective. On vous donnera ça et on essaiera de suivre ça de près. Merci d'avoir été là. Surtout restez sceptiques. Prenez soin de vous. À l'année prochaine. Et regardez le mur. La Tronche en live, l'émission de l'esprit critique en direct sur Radio Campus Lorraine, avec Vlad Tapas et Asser Mandax.